La pluie tombait en torrent sur les rues pavées de Lyon ce soir-là, transformant les lumières de la ville en reflets dansants sur l'asphalte mouillé. Marie-Claire Dubois, 26 ans, serrait son manteau usé contre elle, en courant vers l'arrêt de bus. Ses chaussures trouées laissaient entrer l'eau froide, mais elle n'avait pas d'autre choix que de continuer. Après 14 heures de travail au café Le Petit Bonheur, elle était épuisée, mais satisfaite d'avoir gagné assez pour payer le loyer de cette semaine. Ses cheveux châtains collaient à son visage fatigué, et ses mains rougies par le froid et les produits de nettoyage tremblaient légèrement. Autour de son cou, sous son écharpe déchirée, pendait un petit collier en argent terni, le seul héritage de sa grand-mère décédée, un bijou simple avec un pendentif en forme de clé ancienne que Marie-Claire n'enlevait jamais, même pour dormir. À quelques kilomètres de là, Alexandre Moreau, 34 ans, PDG de l'Empire. Technologique Moreau Industries regardait par la fenêtre de sa Bentley Mulsanne noire en soupirant d'impatience. La circulation était complètement bloquée à cause d'un accident sur l'autoroute A6 et son chauffeur Michel venait de l'informer qu'il serait en retard pour le dîner d'affaires le plus important de l'année. Alexandre portait un costume Armani sur mesure qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens, et sa montre Patek Philippe brillait sous les lumières du tableau de bord. Ses cheveux noirs parfaitement coiffés et ses yeux bleus perçants reflétaient la détermination et l'ambition qui l'avaient mené au sommet du monde des affaires avant l'âge de 35 ans. Il était habitué à ce que tout fonctionne selon sa volonté, et cette situation l'irritait profondément. Soudain, la voiture émit un bruit inquiétant suivi d'un panache de fumée s'échappant du capot. Michel se rangea immédiatement sur le bas-côté, le visage pâle d'inquiétude. « Monsieur Moreau, je crois que nous avons un problème mécanique grave », annonça-t-il en coupant le moteur. Alexandre serra les poings, sachant que ce contretemps pourrait lui coûter des millions d'euros si l'accord avec les investisseurs japonais échouait à cause de son retard. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'encourager à continuer. Que pensez-vous de cette rencontre qui s'annonce entre deux mondes si différents? La pluie redoublait d'intensité lorsque Marie-Claire aperçut la luxueuse berline arrêtée sur le côté de la route, à quelques mètres de l'arrêt de bus où elle attendait depuis 20 minutes. De la fumée s'échappait du capot et elle pouvait voir deux silhouettes à travers les vitres teintées. Son cœur compatissant ne put s'empêcher de ressentir de la sympathie pour ces inconnus en détresse, même si sa propre situation n'était guère brillante. Elle hésita un moment, regardant alternativement la voiture en panne et la route vide, où aucun bus n'apparaissait à l'horizon. Finalement, son instinct naturel de venir en aide aux autres l'emporta sur sa fatigue et sa prudence. S'approchant de la Bentley, Marie-Claire frappa doucement à la vitre côté conducteur. Michel baissa la vitre, révélant son visage anxieux et ses cheveux gris clairsemés. « Excusez-moi, est-ce que tout va bien? J'ai vu la fumée et je me suis dit que vous aviez peut-être besoin d'aide, » dit-elle avec un sourire sincère, malgré la pluie qui trempait ses vêtements. Michel échangea un regard surpris avec Alexandre à l'arrière. Il était rare de rencontrer quelqu'un d'assez généreux pour s'arrêter par un temps pareil, surtout quelqu'un qui semblait avoir ses propres difficultés. « C'est très aimable à vous, mademoiselle, mais je crains que nous ayons besoin d'un mécanicien professionnel, » répondit Michel poliment. Alexandre, qui observait la scène depuis la banquette arrière, fut intrigué par cette jeune femme qui bravait la tempête pour aider des étrangers. Il ne pouvait pas voir son visage clairement à travers la pluie et l'obscurité, mais il y avait quelque chose dans sa posture et sa voix qui dégageait une authenticité qu'il rencontrait rarement dans son monde de privilèges et d'intérêts. Marie-Claire secoua la tête avec détermination. « Mon père était mécanicien avant de mourir. Il m'a appris quelques petites choses. Si vous voulez, je peux jeter un coup d'œil. Au pire, ça ne coûte rien d'essayer, et au mieux, ça pourrait vous éviter d'attendre une dépanneuse par ce temps. » Ces mots étaient empreints d'une sincérité désarmante qui fit quelque chose d'étrange au cœur d'Alexandre. Dans son monde, chaque geste avait un prix. Chaque faveur cachait un intérêt personnel. Cette spontanéité était si inattendue qu'elle piqua sa curiosité. Michel regarda Alexandre dans le rétroviseur, cherchant son approbation. Le PDG hocha la tête lentement, intrigué par cette rencontre improbable. « Très bien, nous acceptons votre aide avec reconnaissance, » dit Michel en ouvrant sa portière. Marie-Claire sourit, heureuse de pouvoir se rendre utile, et se dirigea vers l'avant de la voiture. Malgré la pluie battante, elle avait l'air déterminée et confiante.
Lorsqu'Alexandre sortit de la voiture pour observer la scène, il fut immédiatement frappé par la grâce naturelle de cette mystérieuse bonne samaritaine. Même trempée et fatiguée, elle dégageait une beauté simple et authentique, qui contrastait violemment avec les femmes sophistiquées et calculatrices qu'il côtoyait habituellement. Ses gestes étaient précis et assurés tandis qu'elle examinait le moteur, révélant une compétence surprenante pour quelqu'un de son apparence modeste. « Le problème vient du radiateur », déclara Marie-Claire après quelques minutes d'examen attentif. « Il y a une fuite dans le circuit de refroidissement, probablement à cause de la pression, mais c'est réparable temporairement si vous avez un peu d'eau et quelque chose pour colmater. » Elle se tourna vers eux, les cheveux dégoulinants mais le regard confiant. Alexandre fut surpris par l'assurance dans sa voix. Cette femme semblait maîtriser parfaitement ce qu'elle faisait. Michel fouilla dans le coffre et en sortit une bouteille d'eau minérale de luxe qu'Alexandre gardait toujours en réserve. « Parfait, » dit Marie-Claire en prenant la bouteille. « Et pour la fuite, j'ai peut-être une solution. » Elle détacha son écharpe usée et l'examina un moment avant de déchirer une bande de tissu. Sous les yeux ébahis d'Alexandre, elle se mit au travail avec une précision professionnelle, versant délicatement l'eau dans le radiateur et utilisant le tissu pour créer un joint temporaire autour de la fuite. Pendant qu'elle travaillait, totalement concentrée sur sa tâche, Alexandre ne pouvait s'empêcher de l'observer. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la façon dont elle bougeait, dans sa détermination silencieuse à résoudre leurs problèmes sans rien attendre en retour. Dans son monde, il était habitué à ce que les gens lui demandent des services, des faveurs, de l'argent. Voir quelqu'un donner si librement de son temps et de ses efforts était une expérience nouvelle et troublante. « Voilà », annonça Marie-Claire en se redressant et en s'essuyant les mains sur ce qui restait de son écharpe. « Ça devrait tenir assez longtemps pour vous amener à destination, mais faites réviser le radiateur dès que possible. » Elle sourit, semblant fière de son travail mais aussi un peu gênée par l'attention qu'elle recevait. C'est à ce moment qu'Alexandre remarqua pour la première fois le petit collier en argent qui dépassait de son manteau ouvert, brillant faiblement sous les réverbères. Michel démarra le moteur avec précaution. Le bruit inquiétant avait disparu et aucune fumée ne s'échappait plus du capot. « Mademoiselle, vous êtes un ange !» s'exclama-t-il avec gratitude. « Comment pouvons-nous vous remercier ?» Marie-Claire secoua la tête en riant doucement. « C'est normal d'aider son prochain. J'espère juste que vous arriverez à temps où vous devez aller. » Alexandre s'avança, impressionné malgré lui par cette démonstration de générosité désintéressée. « Permettez-nous au moins de vous raccompagner chez vous, » proposa-t-il d'une voix qu'il voulait décontracter, mais qui trahissait sa curiosité. « Il fait un temps épouvantable, et après ce que vous venez de faire pour nous… » Marie-Claire hésita, regardant la luxueuse voiture puis Alexandre lui-même. Quelque chose dans ses yeux bleus lui disait qu'elle pouvait lui faire confiance, mais elle était aussi consciente du fossé évident qui les séparait socialement. « C'est très gentil, mais je ne voudrais pas vous faire un détour, » répondit-elle poliment. « J'habite dans le quartier de la Croix-Rousse, ce n'est probablement pas sur votre route. » Alexandre sourit, un vrai sourire cette fois, pas le sourire calculé qu'il réservait aux réunions d'affaires. « Nous avons tout notre temps maintenant, grâce à vous. C'est le moins que nous puissions faire. » Pendant le trajet, Marie-Claire resta silencieuse, intimidée par le luxe de l'habitacle en cuir et les gadgets électroniques qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Alexandre, quant à lui, luttait contre une envie irrésistible de la questionner sur sa vie, son travail, ses rêves. Il y avait quelque chose chez cette femme qui le fascinait, une authenticité qu'il avait cru disparue du monde. Lorsqu'ils arrivèrent devant le petit immeuble délabré où elle vivait, Alexandre sentit une étrange réticence à la laisser partir. « Merci encore pour tout », dit Marie-Claire en ouvrant la portière. « Bonne soirée, et n'oubliez pas de faire réparer ce radiateur. » Elle était sur le point de sortir quand Alexandre l'arrêta d'un geste. « Attendez, » dit-il impulsivement, « je ne connais même pas votre nom. » Marie-Claire se tourna vers lui, surprise par l'intensité de son regard. « Marie-Claire Dubois », répondit-elle simplement. « Marie-Claire », répéta Alexandre, comme s'il goûtait chaque syllabe. « Je suis Alexandre. Alexandre Moreau. » Il tendit sa carte de visite, une carte en papier épais, avec des lettres dorées en relief. Marie-Claire la prit avec précaution, ses yeux s'agrandissant légèrement en lisant le titre de PDG. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, » commença-t-il, mais elle l'interrompit avec un sourire. « Merci, monsieur Moreau, mais j'ai tout ce qu'il me faut. » Elle glissa la carte dans sa poche sans vraiment y prêter attention. « Prenez soin de vous. » Et sur ces mots,
Elle disparut dans l'obscurité de la cage d'escalier, laissant Alexandre avec un sentiment étrange d'inachevé. Cette nuit-là, Alexandre ne put trouver le sommeil dans son penthouse luxueux dominant la ville. Il pensait à Marie-Claire, à ses mains expertes réparant sa voiture, à son sourire sincère, à la façon dont elle avait refusé toute récompense. Mais surtout, il pensait à ce petit collier qu'il avait aperçu autour de son cou. Il y avait quelque chose de familier dans sa forme, quelque chose qui remuait des souvenirs enfouis au plus profond de sa mémoire. De son côté, Marie-Claire ne cessait de repenser à cette rencontre improbable. L'homme dans la voiture avait quelque chose de différent, une tristesse cachée derrière son apparente assurance. Elle sortit la carte de visite de sa poche et la regarda attentivement pour la première fois. Alexandre Moreau, PDG, Moreau Industries. Le nom lui disait vaguement quelque chose, mais elle ne put mettre le doigt dessus. Elle glissa la carte dans le tiroir de sa table de nuit et s'endormit en pensant aux yeux bleus troublants d'Alexandre. Les jours qui suivirent furent ordinaires pour Marie-Claire. Elle reprit sa routine habituelle, levée à 5 heures du matin, trajet en bus jusqu'au café, 12 à 14 heures de travail sans pause, retour chez elle épuisée. Le patron du café, M. Bertrand, un homme rondouillard d'une 50aine d'années, la payait au minimum légal et n'hésitait pas à lui faire des reproches pour la moindre erreur. Marie-Claire supportait tout cela avec patience, sachant qu'elle n'avait pas le luxe de chercher ailleurs. Un matin, alors qu'elle servait le café à la clientèle matinale habituelle, Marie-Claire remarqua un homme élégant assis à une table près de la fenêtre. Il portait un costume sombre et lisait un journal financier, mais elle sentait qu'il l'observait discrètement. Quelque chose dans sa posture lui rappelait Alexandre, même si elle ne pouvait voir son visage clairement. L'homme commanda un simple café noir et laissa un pourboire généreux avant de partir sans un mot. Ce petit manège se répéta pendant 3 jours consécutifs. Le mystérieux client arrivait toujours à la même heure, s'installait à la même table, commandait la même chose et repartait après 1 heure environ. Marie-Claire commençait à être intriguée, mais elle avait trop de travail pour vraiment s'y attarder. Ce n'est que le 4e jour qu'elle réalisa que l'homme était en fait Alexandre Moreau. Il était entré plus tard que d'habitude ce jour-là, et la lumière du soleil illuminait son visage quand il se tourna vers elle pour commander. Leurs regards se croisèrent, et Marie-Claire sentit son cœur faire un bond. Alexandre sourit, un sourire à la fois embarrassé et soulagé d'avoir été découvert. « Bonjour Marie-Claire », dit-il simplement, comme s'il était parfaitement normal qu'un PDG milliardaire vienne prendre son café dans un petit établissement du quartier populaire. « Monsieur Moreau ?» répondit Marie-Claire, surprise mais pas déplaisamment. « Que faites-vous ici ?» Alexandre regarda autour de lui, prenant conscience pour la première fois de la modestie du lieu. Les tables en formica usées, les chaises dépareillées, la machine à café antique qui crachait plus qu'elle ne fonctionnait. Mais il y avait aussi quelque chose de chaleureux et d'authentique dans cette atmosphère que ces restaurants étoilés n'avaient jamais réussi à reproduire. « J'avoue que je n'ai pas pu m'empêcher de chercher où vous travailliez », admit-il avec une honnêteté qui la surprit. « J'espère que cela ne vous dérange pas. » Marie-Claire sentit ses joues rougir légèrement. Elle n'était pas habituée à recevoir ce genre d'attention, surtout de la part d'un homme visiblement important et sophistiqué. « Non, ça ne me dérange pas, » répondit-elle. « Mais je suis curieuse de savoir pourquoi. » Alexandre hésita un moment, cherchant les mots justes. Comment expliquer qu'il n'avait pas cessé de penser à elle depuis cette soirée pluvieuse? Comment avouer qu'elle avait réveillé en lui quelque chose qu'il croyait perdu à jamais? « Vous m'avez marqué. L'autre soir, dit-il finalement. Votre générosité, votre savoir-faire, c'est rare de rencontrer quelqu'un d'aussi authentique. » Monsieur Bertrand, qui avait observé la scène depuis le comptoir, s'approcha avec un air suspicieux. « Marie-Claire, qu'est-ce qui se passe ici? Tu connais ce monsieur ?» Sa voix portait une pointe d'accusation, comme si Marie-Claire avait commis une faute en ayant des connaissances au-dessus de sa condition. Alexandre se tourna vers lui, et Bertrand recula, instinctivement devant l'autorité naturelle qui émanait du PDG. « Je suis un ami de mademoiselle Dubois, » dit Alexandre d'un ton poli mais ferme. « Elle m'a rendu un grand service récemment. » Bertrand marmonna quelque chose d'inaudible et retourna à son comptoir, visiblement impressionné malgré lui par l'assurance d'Alexandre. Marie-Claire se sentit reconnaissante pour cette intervention discrète mais efficace. « Merci », murmura-t-elle en servant son café. « Monsieur Bertrand peut être un peu protecteur. » Alexandre hocha la tête, comprenant parfaitement la dynamique.
Il avait suffisamment d'expérience avec les gens pour reconnaître un petit tyran quand il en voyait un. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici » demanda-t-il en sirotant son café. « 3 ans, répondit Marie-Claire en essuyant machinalement le comptoir. « Depuis la mort de mes parents. » Il y eut un silence chargé d'émotion. Alexandre sentit son cœur se serrer à l'évocation de cette perte. Il avait perdu ses propres parents dans un accident quand il était encore étudiant, et cette tragédie l'avait poussé à construire son empire avec une détermination farouche pour ne plus jamais être vulnérable. « Je suis désolé », dit-il avec une sincérité qui surprit Marie-Claire. Dans son monde, les condoléances étaient souvent des formules vides, mais il y avait quelque chose de différent dans la voix d'Alexandre. « Il vous manque de beaucoup. » Ce n'était pas une question, mais une affirmation empathique. Marie-Claire hocha la tête, touchée par sa compréhension intuitive. « Chaque jour, avoua-t-elle, mais ils m'ont appris à être forte, à ne jamais abandonner. » Ses doigts touchèrent inconsciemment le petit collier autour de son cou, un geste que Alexandre remarqua immédiatement. Cette fois, il put mieux distinguer le pendentif, une petite clé en argent ornée de gravures délicates. Quelque chose dans sa forme lui était étrangement familier, mais il ne parvenait pas à identifier quoi exactement. La journée passa rapidement, et Alexandre resta plus longtemps que prévu, fasciné par les conversations qu'il pouvait avoir avec Marie-Claire entre 2 clients. Elle avait une façon unique de voir le monde, empreinte d'optimisme malgré les difficultés qu'elle traversait. Quand elle parlait de ses rêves, ouvrir un jour son propre petit restaurant où elle pourrait cuisiner les recettes de sa grand-mère, ses yeux brillaient d'une passion qui rappelait à Alexandre pourquoi il était tombé amoureux du monde des affaires avant que celui-ci ne devienne une machine froide et calculatrice. Vers 16 heures, Marie-Claire prit sa pause déjeuner tardive. Alexandre l'invita à s'asseoir à sa table et elle accepta après avoir jeté un coup d'œil prudent vers M. Bertrand. « Parlez-moi de vos parents » demanda Alexandre doucement. « Si cela ne vous dérange pas, bien sûr. » Marie-Claire sourit tristement, heureuse de pouvoir évoquer leur mémoire avec quelqu'un qui semblait sincèrement intéressé. « Maman était infirmière, papa mécanicien, comme je vous l'ai dit, » commença-t-elle. « Ils se sont rencontrés quand papa a eu un accident de moto et qu'il a été hospitalisé. Maman disait toujours qu'elle était tombée amoureuse de ses mains parce qu'elle pouvait réparer n'importe quoi. Ses yeux se remplirent de larmes non versées. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais notre maison était remplie d'amour et de rire. » Alexandre écoutait attentivement, touché par cette évocation d'une famille simple mais unie. Ses propres parents avaient été aimants aussi, avant leur mort tragique, mais ils évoluaient déjà dans un monde de privilèges qui créait parfois une distance avec la réalité quotidienne. « Comment sont-ils morts ?» demanda-t-il avec précaution, ne voulant pas rouvrir des blessures trop douloureuses. « Accident de voiture » répondit Marie-Claire en fixant ses mains. « Un chauffard ivre. Papa est mort sur le coup. Maman a lutté 3 jours à l'hôpital avant de... » Sa voix se brisa légèrement. Alexandre tendit instinctivement la main vers la sienne, la touchant brièvement dans un geste de réconfort. Ce simple contact envoya une onde de chaleur dans tout le corps de Marie-Claire, une sensation qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Ils vous ont laissé seul ?» Alexandre avait du mal à imaginer cette jeune femme courageuse affrontant seule de telles épreuves. Marie-Claire hocha la tête. « Pas tout à fait. Il y avait ma grand-mère Céleste. Elle m'a accueilli chez elle et s'est occupée de moi jusqu'à sa mort l'année dernière. » Ses doigts touchèrent de nouveau le collier, et Alexandre comprit que c'était un héritage de cette grand-mère bien-aimée. « Elle devait être quelqu'un de spécial », observa Alexandre en regardant le pendentif. Marie-Claire sourit, ses yeux s'illuminant à l'évocation de sa grand-mère. « Oh oui, elle était extraordinaire. Elle avait vécu tellement de choses, connu tellement de gens. Elle me racontait toujours des histoires fascinantes sur sa jeunesse, sur les gens qu'elle avait rencontrés. Et elle avait cette façon de voir le bon côté de chaque situation, même les plus difficiles. « Ce collier vient d'elle » demanda Alexandre, essayant de garder un ton désinvolte, malgré sa curiosité grandissante. Marie-Claire acquiesça, caressant tendrement le petit pendentif. « C'est tout ce qui me reste d'elle, avec quelques photos et ses carnets de recettes. Elle disait que cette clé avait une histoire spéciale, mais elle n'a jamais voulu me dire laquelle. Elle répétait toujours qu'un jour, quand le moment serait venu, je comprendrais. » Alexandre sentit son cœur s'accélérer. Une clé avec une histoire spéciale. Quelque chose dans les tréfonds de sa mémoire commençait à s'agiter. Un souvenir flou mais persistant. « À quoi ressemblait votre grand-mère » demanda-t-il, essayant de maîtriser l'urgence dans sa voix.
Avez-vous des photos d'elle quand elle était jeune ?» Marie-Claire parut surprise par cette question, mais quelque chose dans les yeux d'Alexandre l'encouragea à répondre. « J'en ai quelques-unes chez moi, oui. Pourquoi cette question ?» Alexandre hésita, ne sachant pas comment expliquer son intuition grandissante sans paraître fou. « Simple curiosité, mentit-il. Vous parliez d'elle avec tant d'affection que j'aimerais pouvoir mettre un visage sur cette personne remarquable. » Le reste de l'après-midi passa dans une atmosphère changée. Alexandre semblait pensif, distrait, comme s'il luttait avec quelque chose qu'il ne parvenait pas à saisir complètement. Marie-Claire le remarqua, mais n'osa pas le questionner, respectant ses pensées. Quand vint l'heure de fermeture, Alexandre se leva à contre-cœur. « Marie-Claire, dit-il en enfilant son manteau, accepteriez-vous de dîner avec moi demain soir ?» La question la prit complètement au dépourvu. Elle regarda autour d'elle comme si elle cherchait une issue, consciente du fossé énorme qui les séparait. « Je ne sais pas si c'est une... »« C'est bonne idée, répondit-elle finalement. Nous venons de mondes très différents. » Alexandre s'approcha d'elle, ses yeux bleus plongeant dans les siens. « Justement, dit-il doucement, ces différences rendent notre rencontre d'autant plus précieuse. J'aimerais apprendre à vous connaître, Marie-Claire, pas comme un PDG qui rencontre une employée, mais comme Alexandre qui rencontre Marie-Claire. » Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qu'elle n'avait pas entendue auparavant. Marie-Claire sentit ses résolutions faiblir devant tant de sincérité. « D'accord, dit-elle finalement, mais quelque part de simple. Je ne me sentirai pas à l'aise dans un grand restaurant. » Alexandre sourit, soulagé et heureux. « Je connais l'endroit parfait, assura-t-il. Une petite brasserie authentique où l'on sert la meilleure cuisine traditionnelle de Lyon. » Cette nuit-là, Alexandre ne ferma pas l'œil. Il passa des heures dans son bureau, fouillant dans de vieux albums photos et des documents familiaux qu'il n'avait pas regardés depuis des années. Il cherchait quelque chose, guidé par une intuition de plus en plus forte que le collier de Marie-Claire n'était pas un simple bijou de famille. Dans un tiroir fermé à clé de son bureau, il trouva finalement ce qu'il cherchait. Un petit coffret en bois contenant des lettres et des photos jaunies de ses grands-parents. Sa grand-mère paternelle, Marguerite Moreau, avait été une femme remarquable qui avait marqué son enfance de ses histoires et de sa sagesse. Elle était morte quand Alexandre avait 15 ans, mais il se souvenait encore de ses récits sur sa jeunesse difficile pendant la guerre, sur les amitiés qu'elle avait forgées dans l'adversité, sur les secrets qu'elle avait gardés toute sa vie. Parmi les photos, il en trouva une qui le fit sursauter. Sa grand-mère vers l'âge de 20 ans, souriant à l'objectif et autour de son cou. Alexandre dut s'asseoir, le souffle coupé. Autour du cou de sa grand-mère brillait un collier identique à celui de Marie-Claire, la même clé en argent avec les mêmes gravures délicates. Ce n'était pas possible. C'était une coïncidence, forcément. Mais plus il étudiait la photo, plus il était certain de ce qu'il voyait. Les deux colliers étaient soit identiques, soit ils formaient une paire. Il se souvint alors d'une histoire que sa grand-mère lui avait racontée quand il était enfant, une histoire qu'il avait cru inventer pour le divertir. Elle parlait d'une amitié indéfectible forgée pendant la guerre, de deux jeunes femmes qui avaient partagé tout, même dans les moments les plus sombres. Elles avaient fait fabriquer deux clés identiques, symbole de leur promesse de toujours s'entraider et de rester unies quoi qu'il arrive. L'une d'elles était restée à Lyon, l'autre avait suivi son mari à Paris pour bâtir une nouvelle vie. Alexandre sentit son monde basculer. Si ses souvenirs étaient exacts, si cette histoire était vraie, alors Marie-Claire pourrait être... Il ne pouvait pas finir cette pensée, tant elle lui semblait incroyable. Mais les indices s'accumulaient. L'âge correspondait, la localisation aussi, et surtout ce collier qui ne pouvait pas être une simple coïncidence. Il passa le reste de la nuit à relire les lettres de sa grand-mère, cherchant des détails qu'il aurait pu oublier. Dans l'une d'elles, écrite peu avant sa mort, Marguerite mentionnait sa tristesse de n'avoir jamais pu retrouver sa chère Céleste, avec qui elle avait perdu contact après la guerre. Céleste, le prénom de la grand-mère de Marie-Claire. Le lendemain matin, Alexandre était dans un état d'excitation et d'anxiété extrême. Il se rendit au café plus tôt que d'habitude, espérant avoir l'occasion de parler seul à seul avec Marie-Claire. Mais le café était bondé, et elle était trop occupée pour échanger plus que quelques mots. Tout l'après-midi, Alexandre lutta contre l'envie de lui parler immédiatement de ses découvertes, mais il savait qu'il devait attendre le bon moment et surtout être certain de ses faits avant de bouleverser la vie de cette jeune femme. Le soir venu, Marie-Claire avait revêtu sa plus belle robe, une simple robe noire qu'elle gardait pour les occasions spéciales.
Elle avait coiffé ses cheveux en un chignon élégant et porté une attention particulière à son maquillage. Devant son miroir fissuré, elle se demandait encore si elle avait pris la bonne décision en acceptant ce dîner. Mais quelque chose chez Alexandre l'intriguait et l'attirait malgré ses réticences. Alexandre l'attendait devant le café, élégant dans un costume plus décontracté que d'habitude. Quand il la vit arriver, son cœur fit un bond. Marie-Claire était éblouissante dans sa simplicité, sa beauté naturelle sublimée par l'effort qu'elle avait fait pour cette soirée. « Vous êtes magnifique », dit-il sincèrement, et Marie-Claire sentit ses joues s'empourprer. La brasserie qu'Alexandre avait choisie était parfaite, chaleureuse et authentique, sans être ostentatoire. L'ambiance feutrée et les bougies sur les tables créaient une atmosphère intime qui permit à leur langue de se délier progressivement. Alexandre découvrit une Marie-Claire spirituelle et cultivée qui démentait les préjugés qu'on pouvait avoir sur son milieu social. Elle lisait beaucoup, s'intéressait à l'histoire et à la politique, et avait des opinions réfléchies sur le monde qui l'entourait. De son côté, Marie-Claire découvrait un Alexandre différent de l'image qu'elle s'était faite des PDG milliardaires. Certes, il était habitué au luxe et au pouvoir, mais il gardait une humanité et une sensibilité qu'elle n'avait pas attendues. Il parlait avec passion de ses projets philanthropiques, de son désir de rendre à la société une partie de ce qu'elle lui avait donné. « Vous savez, dit Alexandre vers la fin du repas, ma grand-mère m'a appris que l'argent et le succès ne valent rien si on n'a personne avec qui les partager. » Marie-Claire sourit, touchée par cette confidence. Grand-mère Céleste disait quelque chose de similaire. Elle répétait toujours que les vraies richesses de la vie ne se comptent pas en billets de banque. Alexandre faillit s'étrangler avec son vin. « Votre grand-mère s'appelait Céleste ?» demanda-t-il d'une voix qu'il essayait de contrôler. Marie-Claire hocha la tête, surprise par son émotion soudaine. « Oui, Céleste Dubois. Enfin, Céleste Martin avant son mariage. Pourquoi ?» Alexandre posa son verre, ses mains tremblant légèrement. « Marie-Claire, dit-il d'une voix grave, je dois vous dire quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait changer beaucoup de choses entre nous. » Marie-Claire sentit son cœur s'accélérer devant la gravité de son ton. De quoi s'agit-il? Alexandre prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes pour révéler ce qu'il avait découvert. « Je pense que nos grands-mères se connaissaient, qu'elles étaient même très proches. » Marie-Claire le regarda avec incompréhension. « Comment est-ce possible? Grand-mère Céleste a toujours vécu à Lyon et vous venez de Paris. » Alexandre sortit de sa veste la photo qu'il avait trouvée la veille. « Ma grand-mère s'appelait Marguerite Moreau, née Martin. Regardez cette photo. » Marie-Claire prit la photo avec des mains tremblantes. L'image était en noir et blanc, mais on distinguait clairement une jeune femme belle et souriante, portant autour du cou un collier identique au sien. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, ses yeux allant de la photo à Alexandre. « Cette femme, elle ressemble trait pour trait à grand-mère Céleste au même âge. »« Elles étaient sœurs, » dit Alexandre doucement. « Marguerite et Céleste Martin, séparées par la guerre et les circonstances de la vie. Ma grand-mère a épousé mon grand-père et l'a suivi à Paris pour l'aider à reconstruire l'entreprise familiale après la guerre. Votre grand-mère est restée à Lyon avec l'homme qu'elle aimait. » Il montra le collier de Marie-Claire. Ces clés étaient le symbole de leur promesse de rester unis malgré la distance. Marie-Claire porta instinctivement la main à son collier, les larmes aux yeux. « Vous voulez dire que nous sommes cousins ?» termina Alexandre. « Cousins au second degré. Pour être précis. » Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux. Tous les deux réalisaient l'incroyable coïncidence qui les avait réunis. Le destin qui avait voulu qu'une panne de voiture par une nuit pluvieuse réunisse deux branches d'une même famille, séparées depuis des décennies. Grand-mère Céleste parlait toujours de sa sœur, dit finalement Marie-Claire d'une voix émue. Elle disait qu'elle était partie vivre sa chance ailleurs, mais qu'elle ne l'avait jamais oubliée. Elle espérait la retrouver un jour, mais elle ne savait même pas si elle était encore vivante. Alexandre sentit son cœur se serrer. Ma grand-mère aussi parlait de Céleste. Elle a essayé de la retrouver pendant des années, mais sans succès. Elle est morte en 2010. Grand-mère Céleste est morte en 2014, murmura Marie-Claire. Elles ne se sont jamais revues. L'émotion était palpable dans sa voix. Alexandre tendit la main vers la sienne, et cette fois, elle ne la retira pas. Mais elles nous ont réunis, dit-il doucement. D'une certaine façon, elles ont réussi à reconnecter les deux branches de la famille. Le reste de la soirée fut consacré à échanger des souvenirs de leurs grand-mères respectives, à reconstituer peu à peu l'histoire de ces deux sœurs séparées par la vie.
Marie-Claire raconta les récits de Céleste sur son enfance difficile, sa rencontre avec son mari, ses rêves et ses espoirs. Alexandre partagea les mémoires de Marguerite, sa lutte pour s'adapter à sa nouvelle vie parisienne, son amour pour son mari et sa famille, mais aussi sa nostalgie permanente de sa terre natale et de sa sœur bien-aimée. Quand Alexandre raccompagna Marie-Claire chez elle ce soir-là, tous deux savaient que leur relation avait changé pour toujours. Ils n'étaient plus deux étrangers attirés l'un par l'autre, malgré leurs différences sociales. Ils étaient de la famille, liés par des liens plus profonds que le hasard. Mais cette découverte, loin de simplifier les choses, les compliquait encore davantage. « Qu'est-ce que cela change entre nous ?» demanda Marie-Claire en arrivant devant son immeuble. C'était la question qu'Alexandre redoutait et espérait à la fois. « Je ne sais pas », admit-il honnêtement. « Tout et rien à la fois. » Il y avait tant de non-dits dans ces quelques mots, tant d'émotions qu'il n'osait pas encore nommer. « J'ai besoin de temps pour digérer tout cela », dit Marie-Claire doucement. Alexandre hocha la tête, comprenant parfaitement. « Moi aussi. Mais Marie-Claire » Il hésita, puis se lança. « Quoi qu'il arrive, je suis heureux que le destin nous ait réunis. Nos grands-mères auraient été fières de nous voir ensemble. » Marie-Claire sourit à travers ses larmes. Oui, elles auraient été heureuses. Les jours qui suivirent furent étranges pour tous les deux. Alexandre continuait à venir au café, mais leur interaction avait changé. Il y avait une tension nouvelle, faite d'attirance et de confusion, de proximité familiale et de distance émotionnelle. Marie-Claire se surprenait à l'observer différemment, cherchant dans ses traits des ressemblances avec sa grand-mère, dans ses gestes des échos du passé familial. Un matin, Alexandre arriva au café avec une grande enveloppe Kraft. « J'ai quelque chose pour vous », dit-il en la tendant à Marie-Claire. À l'intérieur, elle découvrit des dizaines de photos de Marguerite à différents âges, des lettres écrites de sa main et même quelques objets personnels qu'Alexandre avait conservés. « C'est votre héritage autant que le mien », expliqua-t-il. « Votre grand-mère aurait voulu que vous ayez quelque chose de sa sœur. » Marie-Claire feuilleta les photos avec émotion, découvrant le visage de cette grand-tante qu'elle n'avait jamais connue, mais qui lui ressemblait de façon troublante. Dans une des lettres, Marguerite évoquait son regret de ne pas avoir de nouvelles de Céleste, son inquiétude pour elle pendant les années difficiles, son espoir de la revoir un jour. « Elle pensait vraiment à elle », murmura Marie-Claire, les larmes aux yeux. « Tous les jours », confirma Alexandre. « Et maintenant je comprends pourquoi j'ai été si attiré par vous dès notre première rencontre. Il y avait quelque chose de familier en vous, quelque chose qui me rappelait grand-mère Marguerite, sans que je puisse mettre le doigt dessus. » Marie-Claire leva les yeux vers lui, et leurs regards se croisèrent avec une intensité nouvelle. « Alexandre, » dit-elle doucement, « qu'est-ce qui se passe entre nous, au-delà des liens familiaux, je veux dire ?» La question flottait dans l'air depuis des jours, mais c'était la première fois qu'elle était formulée clairement. Alexandre prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas comment l'appeler, » avoua-t-il. « Tout ce que je sais, c'est que vous comptez pour moi, plus que n'importe qui d'autre depuis très longtemps. » Marie-Claire sentit son cœur s'emballer. Les sentiments qu'elle ressentait pour Alexandre étaient confus, mélange d'attirance, d'affection familiale et de quelque chose de plus profond qu'elle n'osait pas nommer. « Moi aussi », murmura-t-elle. « Mais c'est compliqué. Nous sommes si différents, et maintenant avec cette histoire de famille. Les différences peuvent être surmontées, » dit Alexandre en se penchant vers elle. « Et quant aux liens familiaux, nous sommes cousins éloignés, Marie-Claire. Dans beaucoup de cultures, ce ne serait même pas considéré comme un obstacle. » Il y avait de l'espoir dans sa voix, un espoir qu'elle partageait malgré ses peurs. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée brutale de M. Bertrand, qui avait observé leur échange avec un air de plus en plus suspicieux. « Marie-Claire, j'ai besoin de te parler », annonça-t-il d'un ton qui n'admettait pas de discussion. Alexandre se leva poliment, sentant qu'il valait mieux laisser Marie-Claire gérer seule cette situation. « Qu'est-ce qui se passe exactement avec ce type ?» demanda Bertrand dès qu'Alexandre fut sorti. « Il vient ici tous les jours, il te regarde comme si tu étais quelqu'un d'important. Et toi, tu as changé depuis qu'il traîne dans le coin. » Marie-Claire rougit, réalisant qu'elle avait effectivement changé. Alexandre lui avait redonné confiance en elle, lui avait fait prendre conscience de sa propre valeur. « C'est un ami », répondit-elle simplement. « Un ami ?» Bertrand ricana. « Marie-Claire, regarde-toi dans un miroir et regarde-le. Ce type porte des costumes qui coûtent plus cher que ce que tu gagnes en un an. Il n'est pas là pour ton café, crois-moi. »
Il y avait une méchanceté dans sa voix qui blessa Marie-Claire plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. Bertrand se rapprocha, son haleine chargée d'alcool et de cigarettes. « Je veux dire que les hommes comme lui ne s'intéressent aux filles comme toi que pour une seule raison. Et quand ils en auront assez, ils retourneront dans leur monde en te laissant avec rien d'autre que des regrets. » Marie-Claire sentit la colère monter en elle. « Vous ne le connaissez pas, » dit-elle fermement. « Et vous ne me connaissez pas non plus si vous pensez que je suis le genre de femme à me laisser manipuler. » Bertrand haussa les épaules, avec un sourire mauvais. « Nous verrons bien. Mais en attendant, je te rappelle que tu es ici pour travailler, pas pour jouer les princesses avec ta cour. » Cette confrontation laissa Marie-Claire troublée et blessée. Les mots de Bertrand avaient touché une corde sensible, réveillant toutes ses insécurités sur sa relation naissante avec Alexandre. Peut-être avait-il raison après tout. Peut-être qu'Alexandre se lassera d'elle quand la nouveauté de leur histoire familiale s'estompera. Peut-être qu'elle se faisait des illusions sur ses sentiments. Quand Alexandre revint dans l'après-midi, il remarqua immédiatement le changement d'attitude de Marie-Claire. Elle était distante, presque froide, évitant son regard et se contentant de réponses monosyllabiques à ses tentatives de conversation. « Marie-Claire, qu'est-ce qui ne va pas ?» finit-il par demander, inquiet de cette transformation soudaine. « Rien », répondit-elle en nettoyant énergiquement une table déjà propre. « Tout va bien. » Mais son ton disait le contraire, et Alexandre n'était pas homme à se contenter de réponses évasives. « Qu'est-ce que Bertrand vous a dit ?» demanda-t-il, devinant intuitivement la source du problème. Marie-Claire se figea, surprise par sa perspicacité. « Il m'a juste rappelé certaines réalités, » dit-elle finalement. « Des réalités que j'aurais peut-être dû garder en tête depuis le début. » Alexandre fronça les sourcils. « Quelle réalité ?» Marie-Claire posa violemment son torchon et se tourna vers lui, ses yeux brillants de larmes contenues. « Que nous ne venons pas du même monde, Alexandre. Que vous êtes milliardaire et moi serveuse. Que cette histoire de famille ne change rien au fait que nous n'avons rien en commun. » Les mots sortaient maintenant en torrent, libérant toutes les peurs qu'elle avait refoulées. « Qu'est-ce que vous voulez vraiment de moi? De la compagnie le temps de vous ennuyer? Une aventure exotique avec une fille du peuple ?» Alexandre encaissa les mots comme autant de gifles. Il voyait maintenant l'œuvre de Bertrand dans cette explosion de colère et de doute. « Marie-Claire, » dit-il d'une voix calme mais ferme, « regardez-moi. » Elle obéit malgré elle, et il plongea ses yeux bleus dans les siens. « Si j'avais voulu une aventure sans lendemain, pensez-vous vraiment que j'aurais pris la peine de découvrir l'histoire de nos familles? Que j'aurais passé des nuits entières à chercher des preuves de nos liens? Je ne sais plus quoi penser. » avoua Marie-Claire, sa colère s'effritant devant la sincérité évidente d'Alexandre. « Tout va si vite, c'est si improbable. Parfois j'ai l'impression de vivre un rêve, et j'ai peur de me réveiller. » Alexandre s'approcha d'elle lentement, donnant-lui, laissant le temps de s'éloigner si elle le souhaitait. Mais elle resta immobile, attendant ses mots. « Marie-Claire, » dit-il doucement, « l'argent et la position sociale ne définissent pas qui nous sommes vraiment. Vous m'avez aidé ce soir-là, non pas parce que vous saviez qui j'étais, mais parce que c'est dans votre nature d'aider les autres. C'est cette personne que j'ai rencontrée. C'est cette personne dont je suis tombé amoureux. » Le dernier mot résonna dans l'air comme un aveu libérateur. Marie-Claire sentit son cœur s'arrêter puis repartir à toute vitesse. « Amoureux ?» répéta-t-elle dans un souffle. Alexandre hocha la tête, vulnérable pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. « Oui, amoureux. Et peu m'importe que vous soyez serveuse, ouvrière ou PDG. Ce qui compte, c'est la femme extraordinaire que vous êtes. » Les défenses de Marie-Claire s'écroulèrent d'un coup. Toutes les peurs, tous les doutes instillés par Bertrand s'évaporèrent devant la sincérité de cette déclaration. « Moi aussi, » murmura-t-elle, « moi aussi je suis tombée amoureuse. Mais j'avais peur que ce ne soit qu'un mirage, que vous disparaissiez aussi soudainement que vous étiez apparu. » Alexandre tendit la main vers son visage, effleurant doucement sa joue. « Je ne disparaîtrai pas, Marie-Claire. Nos grands-mères ont été séparées par les circonstances, mais nous avons le choix. Nous pouvons écrire notre propre histoire. » Marie-Claire ferma les yeux, se laissant aller à ce moment de tendresse qu'elle avait tant désiré. Leur premier baiser fut doux et hésitant, chargé de tous les sentiments qu'ils avaient retenus. Quand ils se séparèrent, Marie-Claire avait les joues rouges et le cœur qui battait la chamade. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle, encore étourdie par l'émotion. Alexandre sourit, ce sourire qui la faisait fondre depuis leur première rencontre. « Maintenant, nous prenons les choses une à la fois, » répondit-il. « Nous apprenons à nous connaître.
Vraiment, au-delà des différences sociales et des liens familiaux, nous construisons quelque chose de solide, quelque chose qui nous appartient. Marie-Claire hocha la tête, rassérénée par cette approche raisonnable. Mais leur bonheur naissant fut de courte durée. Bertrand, qui les avait observés depuis le comptoir, s'approcha avec un air menaçant. « Très touchant », dit-il d'un ton sarcastique. Mais la comédie a assez duré. Marie-Claire, tu ramasses tes affaires et tu dégages. Tu es virée. Licba. Choc fut tel que Marie-Claire crut d'abord avoir mal entendu. « Quoi » balbutia-t-elle. « Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Bertrand ricana méchamment. « Tu transformes mon établissement en théâtre de variété. Les clients viennent ici pour boire et manger, pas pour assister à tes histoires d'amour. Et puis, maintenant que tu as trouvé ton prince charmant, tu n'as plus besoin de ce travail, pas vrai ?» Alexandre fit un pas en avant, la colère visible sur son visage. « Vous n'avez pas le droit de la licencier pour ça, » dit-il d'une voix dangereusement calme. « Marie-Claire est une excellente employée, et vous le savez très bien. » Bertrand se tourna vers lui avec un sourire mauvais. « Et vous, qui vous donne le droit de vous mêler de mes affaires? Sortez de chez moi avant que j'appelle la police. » Marie-Claire sentit l'humiliation la submerger. Perdre son travail à cause de sa relation avec Alexandre était exactement le genre de scénario qu'elle avait craint. « Non, dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. « Alexandre, laisse tomber. Je vais récupérer mes affaires. » Elle se dirigea vers l'arrière-boutique, fuyant les regards curieux des quelques clients présents. Alexandre la suivit, ignorant les protestations de Bertrand. Il la trouva dans la petite réserve, en train de fourrer ses maigres possessions dans un sac plastique, les larmes coulant librement sur ses joues. « Marie-Claire » commença-t-il, mais elle l'interrompit d'un geste. « Vous... voyez, voilà ce qui arrive quand deux mondes différents se rencontrent. Je perds mon travail, ma seule source de revenus, et pourquoi? Pour un rêve impossible. » Sa voix était pleine d'amertume et de désespoir. Alexandre sentit son cœur se briser devant tant de souffrance. « Ce n'est pas un rêve impossible, » dit-il fermement. « Et quant à votre travail, laissez-moi arranger ça. » Marie-Claire le regarda avec des yeux rouges de larmes. « Comment? Vous allez acheter le café, menacer Bertrand. Je ne veux pas de votre pitié, Alexandre. Je ne veux pas que vous régliez mes problèmes avec votre argent. » Alexandre comprit alors l'ampleur du défi qui les attendait. Il ne s'agissait pas seulement de leurs sentiments, mais de préserver la dignité et l'indépendance de Marie-Claire dans un monde qui semblait déterminé à les séparer. « Très bien, » dit-il après un moment de réflexion. « Pas de pitié, pas d'argent facile. Mais acceptez au moins que je vous aide à chercher un autre travail. Pas grâce à mes relations, mais grâce à vos compétences. » Marie-Claire hésita, partagée entre sa fierté blessée et la réalité pratique de sa situation. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Peut-être que Bertrand a raison. Peut-être que nous nous faisons des illusions. » Alexandre prit ses mains dans les siennes, les forçant à le regarder. « Marie-Claire, nos grands-mères ont survécu à une guerre mondiale, à la séparation, à toutes sortes d'épreuves. Nous ne pouvons pas abandonner à la première difficulté. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond en Marie-Claire. Elle pensa à grand-mère Céleste, à sa force tranquille, à sa capacité à voir le bon côté des choses même dans l'adversité. Que lui dirait-elle dans cette situation? Probablement de se battre pour son bonheur, de ne pas laisser la peur dicter ses choix. « D'accord, dit-elle finalement, mais nous faisons ça à ma façon. Pas de faveur, pas de passe-droit. Je veux mériter ma place. » Alexandre sourit, soulagé et fier de la détermination de Marie-Claire. « À votre façon, promit-il. Mais laissez-moi au moins vous soutenir moralement. Nous sommes une équipe maintenant, vous et moi. » Marie-Claire hocha la tête, sentant un peu d'espoir revenir dans son cœur. Peut-être qu'ensemble, ils pourraient surmonter les obstacles qui se dressaient devant eux. En sortant du café, Marie-Claire jeta un dernier regard à l'endroit qui avait été son lieu de travail pendant 3 ans. Malgré la médiocrité de Bertrand et la dureté des conditions, cet endroit représentait sa sécurité, sa routine. Maintenant, elle se retrouvait sans emploi, avec pour seul avenir un amour naissant et incertain. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vivante, prête à affronter l'inconnu. Les semaines qui suivirent furent une période de transformation pour Marie-Claire. Alexandre tint parole et l'aida à chercher un emploi, mais de manière discrète et respectueuse. Il lui apporta des journaux avec des offres d'emploi encerclées, l'accompagna aux entretiens en restant dans la voiture et la conseilla sur la façon de mettre en valeur ses compétences. Marie-Claire découvrit qu'elle possédait bien plus de talent qu'elle ne le pensait. Son expérience au café l'avait formée au service client, à la gestion du stress, au travail en équipe. Après 2,
Semaine de recherche, elle décrocha un poste dans une petite librairie salon de thé du quartier artistique de Lyon. Le propriétaire, M. Laurent, était un homme cultivé dans la soixantaine, qui appréciait l'amour des livres de Marie-Claire autant que son expérience du service. Le salaire était légèrement meilleur qu'au café de Bertrand, et surtout, l'atmosphère était infiniment plus agréable. Marie-Claire se retrouvait entourée de livres, conseillant les clients sur leur lecture, servant des thés raffinés et des pâtisseries artisanales. Alexandre venait la voir presque tous les jours, toujours à la même heure, commandant invariablement un thé Earl Grey et feuilletant des magazines d'économie. Mais leur vrai moment d'intimité avait lieu après la fermeture, quand M. Laurent était parti et qu'ils se retrouvaient seuls parmi les rayonnages. C'est là qu'ils apprenaient vraiment à se connaître, partageant leurs rêves, leurs peurs, leurs souvenirs d'enfance. Marie-Claire découvrait un Alexandre bien différent de l'image publique du PDG impitoyable. Il lui parlait de la solitude du pouvoir, de la difficulté de distinguer les vrais amis des opportunistes, de la pression constante de maintenir un empire que son grand-père avait bâti à partir de rien. Parfois, avoua-t-il un soir en caressant tendrement ses cheveux, « J'aimerais tout laisser tomber et ouvrir un petit restaurant tranquille quelque part en Provence. »« Pourquoi ne le faites-vous pas ?» demanda Marie-Claire, blottie contre lui entre les rayons de poésie. Alexandre sourit tristement. « Parce que des milliers d'emplois dépendent de mes décisions. Parce que mon grand-père s'est sacrifié pour construire cette entreprise. Parce que je ne sais pas faire autre chose. » Marie-Claire leva les yeux vers lui. « Vous savez faire beaucoup de choses. Vous savez écouter, consoler, aimer. Ce sont des talents plus rares que vous le pensez. » De son côté, Alexandre découvrait l'intelligence naturelle et la culture de Marie-Claire. Elle avait une façon unique d'analyser les situations, de trouver des solutions créatives aux problèmes. Quand il lui parlait de ses difficultés professionnelles, elle apportait souvent un éclairage nouveau, une perspective qu'aucun de ses conseillers hautement diplômés n'avait envisagée. « Vous devriez faire des études de commerce, » lui dit-il un jour. « Avec votre intelligence et votre intuition, vous feriez une excellente dirigeante. » Marie-Claire rit, touchée par sa confiance en elle. « Alexandre, j'ai quitté l'école à 16 ans pour aider mes parents qui avaient des difficultés financières. Je n'ai jamais passé le baccalauréat. » Alexandre fronça les sourcils. « Et alors, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Si vous le souhaitez, je peux... » Marie-Claire posa un doigt sur ses lèvres. « Non, dit-elle fermement, pas comme ça. Si je décide de reprendre mes études, ce sera par mes propres moyens. » Cette discussion marqua un tournant dans leur relation. Alexandre comprit qu'il devait accepter l'indépendance farouche de Marie-Claire, même si son instinct de protecteur le poussait à vouloir lui faciliter la vie. Marie-Claire, de son côté, commençait à entrevoir des possibilités qu'elle n'avait jamais imaginées. L'amour d'Alexandre lui donnait confiance en elle, lui faisait réaliser qu'elle avait le droit de rêver plus grand. Un mois après le début de leur relation officielle, Alexandre décida qu'il était temps de présenter Marie-Claire à son monde professionnel. Il organisa un dîner dans un restaurant étoilé avec quelques-uns de ses associés les plus proches. Marie-Claire était terrifiée à l'idée de rencontrer ces gens sophistiqués, mais Alexandre l'assura qu'elle n'avait qu'à être elle-même. Le soir du dîner, Marie-Claire avait fait des efforts considérables pour son apparence. Avec l'aide d'une vendeuse compréhensive, elle avait choisi une robe élégante mais sobre, ni trop chère ni trop voyante. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon sophistiqué, et elle portait discrètement son collier de grand-mère comme un talisman protecteur. Quand Alexandre vint la chercher, il fut ébloui par sa beauté naturelle, sublimée par l'élégance. Le dîner se déroula mieux que Marie-Claire ne l'avait espéré. Les associés d'Alexandre, 2 hommes et une femme dans la quarantaine, furent charmés par sa sincérité et son intelligence. Elle réussit à participer aux conversations sans se sentir déplacée, apportant même des observations pertinentes sur certains sujets. Quand la discussion porta sur les difficultés du commerce de détail face à la concurrence en ligne, son expérience dans la librairie apporta un éclairage concret qui intéressa beaucoup l'Assemblée. « Votre Marie-Claire est remarquable », glissa discrètement Catherine Mornay, l'associée d'Alexandre, pendant qu'ils prenèrent le café. « Elle a une fraîcheur et une authenticité qui se perdent dans notre milieu. Ne la laissez pas vous échapper. » Alexandre sourit, touché par cette approbation. Il savait que Catherine était difficile à impressionner et que son jugement était toujours pertinent. Mais tous les membres de l'entourage d'Alexandre n'étaient pas aussi ouverts d'esprit. Quelques jours plus tard, Marie-Claire fit la connaissance de Véronique Delacroix,
l'ex-fiancé d'Alexandre, lors d'une réception caritative à laquelle Alexandre l'avait invité. Véronique était tout ce que Marie-Claire n'était pas, issue de la haute bourgeoisie, diplômée des meilleures écoles, habituée au monde des affaires et des mondanités. Ainsi, vous êtes la nouvelle protégée d'Alexandre, dit Véronique d'un ton doucereux qui cachait mal sa condescendance. C'est charmant de voir qu'il s'intéresse aux œuvres de charité. Marie-Claire sentit le coup porté, mais elle garda sa dignité. « Je ne suis la protégée de personne », répondit-elle calmement. « Alexandre et moi sommes ensemble parce que nous nous aimons. » Véronique rit, un rire cristallin et cruel. L'amour, comme c'est touchant. Mais dites-moi, ma chère, qu'arrivera-t-il quand Alexandre se lassera de jouer au prince charmant? Quand la réalité des différences sociales reprendra le dessus? Croyez-vous vraiment qu'un homme comme lui puisse se contenter longtemps d'une vie ordinaire? Chaque mot était choisi pour blesser, pour semer le doute. Marie-Claire sentit toutes ses insécurités refaire surface. « Alexandre n'est pas comme vous le décrivez, » dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Véronique s'approcha faussement compatissante. « Ma pauvre petite, vous ne connaissez pas Alexandre comme moi je le connais. Nous étions fiancés, nous avons grandi dans le même monde. Il a besoin d'une femme qui puisse l'accompagner dans sa réussite, pas d'un fardeau. » L'échange fut interrompu par l'arrivée d'Alexandre, qui avait remarqué l'air trouble de Marie-Claire. « Tout va bien ?» demanda-t-il en passant protectivement un bras autour de la taille de sa compagne. Véronique afficha un sourire parfait. « Nous faisions connaissance, n'est-ce pas, Marie-Claire? J'expliquais à votre ami combien il est important de bien connaître le monde dans lequel on évolue. » Alexandre comprit immédiatement le sous-entendu et serra imperceptiblement Marie-Claire contre lui. « Marie-Claire se débrouille parfaitement bien, » dit-il d'un ton qui ne souffrait aucune contradiction. « Elle apporte une perspective nouvelle et rafraîchissante à notre entourage. » Véronique haussa délicatement les épaules. « Bien sûr, Alexandre, vous avez toujours eu un goût éclectique. » Le reste de la soirée fut gâché pour Marie-Claire. Malgré les efforts d'Alexandre pour la rassurer, les mots de Véronique avaient fait mouche. Elle se sentait déplacée parmi ces gens en costumes et robes de créateurs, consciente de chaque regard, de chaque murmure qui pouvait la concerner. Quand ils rentrèrent chez elle ce soir-là, Alexandre sentit qu'un mur s'était érigé entre eux. « Marie-Claire, qu'est-ce que Véronique vous a dit exactement ?» demanda-t-il une fois qu'ils furent seuls. Marie-Claire hésita puis décida de tout lui raconter. Alexandre écouta en serrant les poings, furieux contre son ex-fiancé, mais aussi inquiet de l'effet de ses paroles sur Marie-Claire. « Vous savez qu'elle ment, n'est-ce pas? Qu'elle essaie de nous séparer par jalousie. Mais si elle avait raison, » murmura Marie-Claire, « si vous finissiez par vous lasser de moi, si nos différences devenaient vraiment un problème. » Alexandre prit son visage entre ses mains, plongeant ses yeux dans les siens. « Marie-Claire, écoutez-moi bien. Véronique et moi avons rompu parce que notre relation était vide, basée uniquement sur les convenances sociales. Avec vous, j'ai découvert ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. Mais les doutes étaient semés, et ils ressurgirent lors d'un incident qui marqua un nouveau tournant dans leur relation. Alexandre avait invité Marie-Claire à l'accompagner à une réunion importante avec des investisseurs japonais. Elle devait simplement l'attendre dans le hall de son entreprise, mais quand elle arriva, elle fut confrontée à un monde qu'elle n'avait fait qu'entrevoir jusque-là. Les bureaux de Moro Industries occupaient 3 étages d'un immeuble moderne du quartier d'affaires de Lyon. Tout y respirait le luxe et l'efficacité, meubles design, œuvres d'art contemporain, employés impeccablement vêtus, évoluant avec une précision chorégraphiée. Marie-Claire, dans sa robe simple, mais soignée, se sentit immédiatement comme une intruse. La réceptionniste, une jeune femme blonde aux ongles parfaits, la regarda avec un sourire professionnel mais froid. « Vous avez rendez-vous » demanda-t-elle d'un ton qui suggérait que c'était hautement improbable. « Je dois attendre Monsieur Moreau » répondit Marie-Claire. « Il est en réunion. » L'expression de la réceptionniste se modifia légèrement. « Vous êtes Marie-Claire Dubois. » Un silence gêné s'installa. Visiblement, le nom de Marie-Claire ne figurait sur aucune liste, et la réceptionniste ne savait comment gérer cette situation inhabituelle. « Puis-je vous demander la nature de votre relation avec Monsieur Moreau ?» La question était posée avec une politesse glaciale qui n'arrivait pas à masquer la curiosité et le scepticisme. Avant que Marie-Claire puisse répondre, la porte de l'ascenseur s'ouvrit sur Alexandre, accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires japonais en costume sombre. Il rayonnait de satisfaction
La réunion s'était manifestement bien passée. Quand il aperçut Marie-Claire, son visage s'illumina davantage. « Marie-Claire, la réunion s'est finie plus tôt que prévu. » Il s'avança vers elle, ignorant les regards surpris de ses interlocuteurs japonais et les murmures discrets qui s'élevaient dans le hall. Devant tout le monde, il l'embrassa tendrement sur les lèvres. « Messieurs, dit-il en se tournant vers les Japonais, permettez-moi de vous présenter Marie-Claire, la femme de ma vie. » Les mots. Silence qui suivit fut lourd de signification. Marie-Claire sentit tous les regards se braquer sur elle. Elle n'était pas préparée à cette présentation publique, à être ainsi exposée devant le personnel d'Alexandre et ses partenaires d'affaires. Elle balbutia quelques mots de politesse en japonais, des formules apprises dans un livre, ce qui surprit agréablement les visiteurs, mais elle avait l'impression d'être un animal de foire exhibé devant une assemblée curieuse. Dans la voiture qui les ramenait chez elle, Alexandre était euphorique. « Vous avez été parfaite. Votre petit speech en japonais a fait mouche, et Tanaka-san m'a dit qu'il était impressionné par votre grâce. » Mais Marie-Claire gardait le silence, perturbée par cette expérience. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» finit par demander Alexandre, remarquant son humeur. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle finalement. « Me présenter comme ça, devant tout le monde? J'ai eu l'impression d'être un trophée que vous exhibiez. » Alexandre fronça les sourcils, surpris par sa réaction. « Je voulais que tout le monde sache que vous comptiez pour moi. Je pensais que cela vous ferait plaisir. » Marie-Claire secoua la tête. « Alexandre, je ne suis pas prête pour ça, pour être scrutée, jugée, cataloguée par votre entourage professionnel. J'ai besoin de temps pour pour être à la hauteur de votre monde. » Les mots lui échappaient, mais Alexandre comprenait ce qu'elle essayait d'exprimer. La pression sociale était plus forte qu'il ne l'avait anticipé. Cette conversation marqua le début d'une période difficile dans leur relation. Marie-Claire se mit à éviter les événements mondains, prétextant le travail ou la fatigue. Alexandre, de son côté, essayait de la rassurer, mais il commençait à réaliser l'ampleur des obstacles qui se dressaient devant eux. Ce n'était pas seulement une question d'amour, mais de deux modes de vie fondamentalement différents. La situation atteignit son paroxysme lors du gala annuel de charité organisé par Moro Industries. Alexandre tenait absolument à ce que Marie-Claire l'accompagne, estimant qu'il était temps qu'elle prenne sa place officielle à ses côtés. Marie-Claire accepta finalement, mais avec une appréhension grandissante. Elle investit dans une robe de soirée élégante, prit des cours accélérés d'étiquette avec une ancienne dame de la haute société et prépara minutieusement cette soirée qui lui semblait un examen de passage. Le soir du gala, Marie-Claire était magnifique dans sa robe de soie bleu marine qui mettait en valeur ses yeux et sa silhouette. Alexandre, ébloui, lui offrit un écrin contenant des boucles d'oreilles en diamant qui avaient appartenu à sa grand-mère Marguerite. « Pour porter chance, » dit-il en les fixant délicatement à ses oreilles. « Grand-mère Marguerite aurait voulu que vous les portiez. » L'émotion envahit Marie-Claire. Porter les bijoux de la sœur de sa grand-mère lui donnait l'impression d'être connectée à cette histoire familiale qui les unissait au-delà des différences sociales. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit légitime à la place qu'Alexandre voulait lui donner. « Merci », murmura-t-elle en touchant les diamants qui scintillaient contre son cou, juste au-dessus de son collier de grand-mère qu'elle n'enlevait jamais. Le gala se déroulait dans le plus grand hôtel de Lyon, transformé pour l'occasion en un décor de conte de fées. Fleurs, bougies, cristaux, tout concourait à créer une atmosphère magique. Marie-Claire, au bras d'Alexandre, essayait de maîtriser son trac en se répétant les conseils de maintien qu'elle avait appris. Mais dès leur entrée, elle sentit les regards converger vers eux, les murmures s'élever sur leur passage. Qui est cette femme? D'où sort-elle? Elle n'était pas avec Véronique l'année dernière? Les fragments de conversation qu'elle captait au passage n'étaient pas tous bienveillants. Certains invités semblaient intrigués par cette nouvelle. Venus, d'autres franchement sceptiques. Marie-Claire serra le bras d'Alexandre, puisant dans sa présence rassurante la force de continuer à sourire. La soirée progressait relativement bien jusqu'au moment du discours d'Alexandre. En tant que PDG et organisateur du gala, il devait s'adresser aux invités pour présenter les actions caritatives soutenues par l'entreprise. Marie-Claire l'écoutait avec fierté, admirant son aisance naturelle, sa capacité à captiver son auditoire. Mais vers la fin de son discours, Alexandre improvisa quelques mots qui changèrent tout. « Cette année, dit-il en cherchant Marie-Claire du regard dans la foule, j'ai découvert que les plus beaux cadeaux de la vie arrivent souvent de la façon la plus inattendue. L'amour vrai,
L'authenticité, la générosité du cœur ne se trouvent pas toujours où on les attend. Je voudrais remercier une personne spéciale qui m'a rappelé ses valeurs essentielles. Il leva son verre dans sa direction. À Marie-Claire, qui a transformé ma vie. L'assemblée se tourna vers Marie-Claire, qui sentit ses joues s'enflammer sous l'effet conjugué de l'émotion et de l'embarras. Des applaudissements polis s'élevèrent, mais elle percevait aussi les regards inquisiteurs, les sourires forcés, les échanges de coups d'œil significatifs. Cette déclaration publique, aussi touchante soit-elle, venait de faire d'elle le centre d'attention d'une façon qu'elle n'avait pas désirée. Pendant le reste de la soirée, Marie-Claire fut assaillie de questions plus ou moins discrètes sur ses origines, son travail, sa rencontre avec Alexandre. Certaines personnes étaient sincèrement curieuses et bienveillantes, mais d'autres semblaient chercher la faille, le détail qui confirmerait leurs préjugés. Quand Véronique s'approcha d'elle avec un sourire de prédateur, Marie-Claire sut que l'épreuve allait commencer. « Ma chère Marie-Claire, » susurra Véronique en l'entraînant légèrement à l'écart, « vous êtes absolument rayonnante ce soir. Cette robe vous va à ravir, même si on sent qu'elle sort tout droit du magasin. » Le coup était habile, delivered avec une fausse amabilité qui rendait la riposte difficile. Marie-Claire encaissa sans broncher. « Merci Véronique, vous aussi vous êtes très élégante. Dites-moi, » continua Véronique en sirotant son champagne, « comment trouvez-vous notre petit monde? Pas trop déstabilisant pour quelqu'un de votre milieu ?» Le mot « milieu » était prononcé avec une délicatesse appuyée qui en soulignait tout le mépris. Marie-Claire sentit la colère monter, mais elle se força à garder son calme. « Je trouve vos amis très accueillants, » répondit-elle diplomatiquement. Véronique rit de ce rire cristallin qui était sa marque de fabrique. « Oh, mais nous ne sommes pas vraiment des amis, ma chère. Nous sommes des associés, des partenaires, des relations d'affaires. Dans notre milieu, voyez-vous, on ne mélange pas sentiments et business. Alexandre va s'en rendre compte tôt ou tard. » Elle marqua une pause. « Calculez. D'ailleurs, j'ai entendu dire que votre petit café avait fermé récemment. Comme c'est dommage. » Marie-Claire se figea. Comment Véronique pouvait-elle être au courant de ces démêlés avec Bertrand? « Comment savez-vous cela ?» demanda-t-elle malgré elle. Véronique sourit, satisfaite d'avoir touché dans le mille. « Ma chère enfant, dans notre monde, on se renseigne toujours sur les nouvelles, fréquentations. Il paraît que vous avez été licenciée pour des histoires sentimentales. Comme c'est romantique. » L'humiliation envahit Marie-Claire. Réaliser que sa vie privée était scrutée, commentée, disséquée par ces gens, la révoltait et la terrifiait à la fois. « Ma vie professionnelle ne regarde que moi, » dit-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. Véronique pencha la tête avec une fausse compassion. « Bien sûr, bien sûr. Mais vous comprenez que quand on fréquente un homme comme Alexandre, on devient forcément un objet de curiosité publique. Qu'est-ce que vous voulez exactement ?» Marie-Claire en avait assez de ces allusions et de ces piques. Véronique la regarda droit dans les yeux, abandonnant ses faux semblants. « Je veux qu'Alexandre retrouve la raison. Cette aventure avec vous est charmante, mais elle ne peut pas durer. Vous le savez au fond de vous-même, n'est-ce pas ?» Sa voix se fit plus dure. « Vous n'avez ni l'éducation, ni les relations, ni l'expérience nécessaire pour évoluer dans notre monde. Vous serez toujours un handicap pour lui. » Marie-Claire encaissa ces mots comme autant de gifles. Le pire, c'était qu'une partie d'elle-même reconnaissait une part de vérité dans ces accusations cruelles. « Alexandre m'aime, » dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Véronique sourit, sentant la faille. « Oh, il croit vous aimer, c'est certain. Mais l'amour, ma chère, ne suffit pas toujours. Tôt ou tard, la réalité reprend ses droits. » Heureusement, Alexandre apparut à ce moment-là, cherchant Marie-Claire du regard. Il remarqua immédiatement la tension entre les deux femmes et l'air bouleversé de sa compagne. « Tout va bien ?» demanda-t-il en s'approchant. Véronique retrouva instantanément son sourire parfait. « Nous bavardions simplement entre femmes. N'est-ce pas, Marie-Claire ?» Cette dernière hocha la tête, incapable de parler sans risquer de fondre en larmes. Le reste de la soirée fut un supplice pour Marie-Claire. Elle joua son rôle avec un sourire de façade, mais les mots de Véronique résonnaient dans sa tête comme un leitmotiv douloureux. Quand ils rentrèrent enfin chez elle, Alexandre remarqua immédiatement son silence inhabituel. « Marie-Claire, qu'est-ce qui s'est passé avec Véronique? Je vous ai vu parler et après, vous étiez différente. » Marie-Claire hésita longuement avant de répondre. Une partie d'elle voulait tout raconter à Alexandre, chercher du réconfort dans ses bras. Mais une autre partie, plus sombre, se demandait si Véronique n'avait pas raison. Elle m'a simplement fait comprendre
Certaines réalités, dit-elle finalement d'une voix lasse. Alexandre fronça les sourcils. Quelle réalité? Que nous venons de mondes différents, Alexandre, que je ne serai jamais à la hauteur de votre position sociale, que tôt ou tard, vous vous rendrez compte que je vous cause plus de problèmes que de bonheur. Les mots sortaient maintenant en torrent, libérant toutes les angoisses accumulées. Regardez ce soir. J'ai passé la soirée à avoir peur de dire ou faire quelque chose de mal, à me sentir jugé par tous vos amis. Alexandre prit ses mains dans les siennes, bouleversé par sa détresse. Marie-Claire, ces gens ne sont pas mes amis. Ce sont des relations professionnelles, des obligations sociales. Les vraies personnes qui comptent pour moi vous adorent déjà. Il chercha ses yeux. Et quant à ne pas être à la hauteur, c'est ridicule. Vous valez 1000 fois mieux que tous ces gens prétentieux. Mais Véronique a raison sur un point, insista Marie-Claire. Je n'ai pas l'éducation, l'expérience, les codes de votre monde. Je serai toujours un handicap pour votre carrière. Le mot était sorti malgré elle, révélant à quel point les paroles de Véronique avaient fait mouche. Alexandre pâlit en entendant cette expression qu'il reconnaissait. C'est elle qui a utilisé ce mot, n'est-ce pas? Marie-Claire baissa les yeux, confirmant ses soupçons. Alexandre serra les poings, furieux contre son ex-fiancée, mais aussi contre lui-même de ne pas avoir su protéger Marie-Claire de cette attaque. « Écoutez-moi bien, dit-il d'une voix ferme. Véronique est jalouse et vindicative. Elle ne supporte pas que j'aie trouvé le bonheur avec quelqu'un d'autre. Ces mots ne valent rien. Mais si elle avait un peu raison, murmura Marie-Claire, si notre différence de milieu finissait par poser problème. Je ne veux pas être celle qui vous empêche de réussir, Alexandre. Vous avez trop travaillé pour en arriver là. Alexandre sentit son cœur se briser devant tant de générosité et d'abnégation. Cette femme était prête à renoncer à son bonheur par amour pour lui. Marie-Claire, dit-il en prenant son visage entre ses mains, vous ne comprenez pas. Sans vous, le succès ne signifie rien pour moi. Vous m'avez redonné goût à la vie. Vous m'avez rappelé pourquoi je me battais. Si je devais choisir entre mon empire et vous, je choisirais vous, sans hésiter. Sa voix se brisa légèrement. Ne me demandez pas de renoncer à la seule chose qui donne un sens à ma réussite. Cette nuit-là, ils restèrent éveillés des heures, parlant de leurs peurs, de leurs espoirs, de l'avenir qu'ils voulaient de construire ensemble. Alexandre comprit qu'il devait trouver un moyen de protéger Marie-Claire des attaques de son entourage, sans pour autant la cacher ou avoir honte d'elle. Marie-Claire, de son côté, réalisa qu'elle devait cesser de se sous-estimer et commencer à se battre pour son bonheur. Le lendemain matin, Alexandre prit une décision qui surprit tout son entourage professionnel. Il convoqua une réunion extraordinaire avec ses principaux collaborateurs et leur annonça qu'il allait prendre un congé sabbatique de 6 mois. « J'ai besoin de recul », expliqua-t-il à ses associés ébahis. « L'entreprise tourne très bien, vous êtes parfaitement capable de gérer sans moi pendant quelques mois. » Catherine Mornay, son bras droit, fut la première à reprendre ses esprits. « Alexandre, c'est de la folie. Nous sommes en pleine négociation avec les Coréens, le projet de fusion avec la société allemande. » Alexandre leva la main pour l'interrompre. « Tout cela peut attendre ou se faire sans moi. J'ai dirigé cette entreprise sans interruption pendant 10 ans. Il est temps que j'apprenne à déléguer. » Mais son véritable plan était tout autre. Alexandre voulait emmener Marie-Claire loin de Lyon, loin des pressions sociales et des regards inquisiteurs, pour qu'ils puissent vivre leur amour en toute tranquillité et apprendre vraiment à se connaître. Il avait en tête un petit village de Provence où il possédait une maison secondaire qu'il n'avait pas visitée depuis des années. Quand il présenta son idée à Marie-Claire, elle fut d'abord réticente. « Je ne peux pas abandonner mon travail comme ça. Monsieur Laurent compte sur moi et j'ai besoin de mon salaire. » Alexandre sourit. « Monsieur Laurent comprendra si vous lui expliquez la situation. Et quant à l'argent, considérez cela comme des vacances bien méritées. Vous avez travaillé sans interruption depuis la mort de vos parents. » Marie-Claire hésitait encore. L'idée de partir avec Alexandre était séduisante, mais elle avait peur que cela ne ressemble à la situation qu'elle redoutait, être entretenue par lui, dépendante de sa générosité. « Et si nous partions à égalité ?» proposa Alexandre, devinant ses pensées. « Vous pourriez m'aider à rénover la maison, à tenir la comptabilité. Ce serait un vrai travail, pas de la charité. » Cette proposition rassura Marie-Claire. L'idée de travailler à ses côtés, de partager vraiment sa vie au quotidien, l'enthousiasmait. Elle accepta finalement et ils commencèrent à préparer leur départ pour la Provence. Monsieur Laurent, qui avait observé l'évolution de leur relation avec bienveillance, donna facilement son accord pour un congé sans solde. « L'amour, mademoiselle Marie-Claire, c'est le plus important dans la vie, lui dit-il avec un sourire.
Allez vivre votre bonheur. Véronique, quand elle apprit le départ d'Alexandre, fit une scène mémorable dans les bureaux de Moreau Industries. Elle accusait Marie-Claire d'avoir manipulé Alexandre, de l'avoir éloigné de ses responsabilités. Mais Catherine Mornay, qui était également présente, la remit fermement à sa place. Véronique, cela fait des années qu'Alexandre s'épuise au travail. Cette pause lui fera le plus grand bien, et si c'est grâce à Marie-Claire, nous ne pouvons que lui en être reconnaissants. Une semaine plus tard, Alexandre et Marie-Claire prenaient la route de la Provence dans la voiture d'Alexandre, laissant derrière eux les pressons de Lyon et les regards inquisiteurs. Marie-Claire regardait défiler le paysage par la fenêtre, son collier de grand-mère brillant dans la lumière du soleil. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait libre et optimiste quant à leur avenir. La maison d'Alexandre en Provence était une ancienne bastide du XVIIIe siècle, nichée au milieu des vignes et des oliviers. Quand ils arrivèrent, Marie-Claire tomba immédiatement sous le charme de cette demeure pleine de caractère, mais qui avait besoin d'être restaurée avec amour. « Elle me rappelle la maison de grand-mère. »« Céleste !» dit-elle avec émotion en caressant les murs de pierre blonde. Les semaines qui suivirent furent les plus heureuses de leur relation. Loin des contraintes sociales et professionnelles, Alexandre et Marie-Claire découvrirent enfin qui ils étaient vraiment ensemble. Ils passaient leur journée à rénover la maison, main dans la main, partageant les tâches domestiques et les petits bonheurs du quotidien. Alexandre découvrait les plaisirs simples qu'il avait oubliés, faire les courses au marché local, cuisiner ensemble, lire au coin du feu le soir. Marie-Claire, de son côté, s'épanouissait dans cette nouvelle vie. Elle avait l'impression de revivre enfin après des années de simple survie. Alexandre l'encourageait à reprendre ses études par correspondance et elle se découvrait une passion pour l'histoire de l'art et la gestion patrimoniale. Peut-être qu'un jour, elle pourrait vraiment l'aider dans ses affaires, non pas par favoritisme, mais grâce à ses compétences propres. Un soir, alors qu'il dînait sur la terrasse face au coucher de soleil, Alexandre sortit un petit écrin de sa poche. Marie-Claire sentit son cœur s'arrêter, pensant qu'il allait la demander en mariage. Mais quand il ouvrit l'écrin, elle découvrit non pas une bague, mais une clé en argent identique à celle de son collier. « J'ai retrouvé cela dans les affaires de grand-mère Marguerite », expliqua Alexandre. C'était sa clé à elle. Marie-Claire prit la clé avec des mains tremblantes, l'examinant avec attention. Elle était exactement identique à la sienne, portant les mêmes gravures délicates. Il y avait une lettre avec, continua Alexandre en sortant une enveloppe jaunie. Une lettre que Marguerite n'a jamais envoyée à Céleste. Marie-Claire ouvrit l'enveloppe avec précaution et commença à lire la lettre écrite de la main de sa grand-tante. « Ma chère Céleste », commençait la lettre, « si tu lis ces mots, c'est que nos destins se sont enfin retrouvés d'une manière ou d'une autre. J'ai porté ta clé toute ma vie, comme le symbole de notre promesse de sœur. J'espère que tu as fait de même avec la tienne. Je regrette que la vie nous ait séparés, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi et de t'aimer. Puissent nos familles se retrouver un jour et continuer l'histoire que nous avons commencée ensemble. » Marie-Claire avait les larmes aux yeux en finissant la lecture. Tenir dans ses mains ces mots d'amour écrits par la sœur de sa grand-mère lui donnait l'impression de boucler enfin un cercle laissé ouvert depuis trop longtemps. « Elles ne se sont jamais retrouvées, » murmura-t-elle. « Mais nous nous sommes trouvés. » Alexandre hocha la tête, ému lui aussi par cette découverte. Cette soirée marqua un nouveau tournant dans leur relation. Ils comprirent qu'ils n'étaient pas seulement deux personnes amoureuses, mais les héritiers d'une histoire familiale qui demandait à être poursuivie. Leurs différences sociales devenaient secondaires face à cette connexion profonde qui les unissait au-delà des apparences. Si vous avez apprécié cette histoire jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » pour me motiver. Que pensez-vous de l'évolution de la relation entre Marie-Claire et Alexandre? Croyez-vous qu'ils arriveront à surmonter tous les obstacles? Le séjour en Provence prit fin après 3 mois, mais Alexandre et Marie-Claire revinrent à Lyon, transformés. Leur amour s'était approfondi et solidifié, et Marie-Claire avait acquis une confiance en elle qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Elle avait également obtenu son équivalence du baccalauréat par correspondance et s'était inscrite en première année d'économie à l'université de Lyon. À leur retour, ils découvrirent que Moreau Industries avait parfaitement fonctionné en l'absence d'Alexandre, prouvant que son équipe était effectivement capable d'autonomie. Cette constatation permit à Alexandre de repenser son rôle dans l'entreprise et d'envisager un équilibre différent entre vie professionnelle et vie privée. Il décida de promouvoir Catherine Mornay
au poste de directrice générale adjointe, se déchargeant ainsi d'une partie de ses responsabilités quotidiennes. Marie-Claire, quant à elle, ne retourna pas à la librairie. Avec l'accord d'Alexandre, elle créa sa propre petite entreprise de conseil en patrimoine culturel, aidant les particuliers et les petites entreprises à mettre en valeur leurs biens historiques. Ses études d'histoire de l'art et son sens pratique acquis durant ses années de travail dans la restauration s'avéraient un mélange parfait pour cette activité. Véronique, voyant que son plan de séparation avait échoué, finit par se lasser et tourna son attention vers d'autres cibles. Elle épousa finalement un banquier parisien qui correspondait mieux à ses ambitions sociales. Alexandre et Marie-Claire purent enfin évoluer dans leur cercle social sans cette tension permanente. 2 ans après leur première rencontre sous la pluie, Alexandre demanda officiellement Marie-Claire en mariage. La demande eut lieu dans leur maison de Provence, là où ils avaient appris à se connaître vraiment. Cette fois, l'écrin contenait bien une bague. Un solitaire simple mais magnifique, accompagné d'une chaîne en or pour porter ensemble les 2 clés de leur grand-mère. Le mariage fut célébré dans l'intimité, entouré seulement de leurs amis les plus proches, et des employés de Moreau Industries, qui étaient devenus une seconde famille pour Alexandre. Catherine Mornay fut le témoin d'Alexandre, et Monsieur Laurent, celui de Marie-Claire. La cérémonie se déroula dans le petite église du village provençal, suivie d'une réception dans leur bastide restaurée avec amour. Pendant la cérémonie, Marie-Claire portait la robe de mariée de sa grand-mère Céleste, que celle-ci avait précieusement conservée, et les boucles d'oreilles de Marguerite qu'Alexandre lui avait offertes. Les 2 clés brillaient ensemble sur sa poitrine, symbole des 2 branches familiales enfin réunies. Quand ils échangèrent leurs vœux, tous les invités sentirent qu'ils assistaient à quelque chose d'exceptionnel, bien au-delà d'un simple mariage. Marie-Claire promit d'aimer Alexandre dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie. Mais elle ajouta spontanément et de ne jamais oublier d'où nous venons ni qui nous sommes vraiment. Alexandre, ému, promit de son côté de toujours respecter son indépendance et de construire avec elle un amour basé sur l'égalité et le respect mutuel. Leur histoire fit sensation dans la presse locale, qui présenta leur rencontre comme un véritable conte de fées moderne. Mais Alexandre et Marie-Claire savaient qu'au-delà du romantisme apparent, ils avaient construit quelque chose de solide et d'authentique. Leur amour avait résisté aux épreuves des différences sociales, des pressions extérieures et des doutes personnels. 1 an après leur mariage, Marie-Claire donna naissance à une petite fille qu'ils prénommèrent Céleste Marguerite, en hommage à leur grand-mère. En tenant sa fille dans ses bras, Marie-Claire comprit que l'histoire commencée par 2 sœurs séparées par la guerre avait trouvé son aboutissement dans cette nouvelle génération qui grandirait dans l'amour et la sécurité. Alexandre, devenu père, découvrit encore une nouvelle facette de lui-même. Il réorganisa complètement son emploi du temps pour être présent au moment important de la vie de sa fille. Moreau Industries continuait de prospérer sous la direction partagée d'Alexandre et Catherine, mais l'entreprise n'était plus le centre unique de son existence. Marie-Claire, mère épanouie, continuait néanmoins de développer son entreprise de conseil patrimonial. Elle avait prouvé qu'elle pouvait réussir par elle-même, et cette réussite personnelle renforçait encore l'équilibre de leur couple. Ils formaient maintenant une véritable équipe, se soutenant mutuellement dans leurs projets professionnels et personnels. 10 ans plus tard, leur histoire d'amour était devenue légendaire dans leur entourage. Marie-Claire était respectée dans le milieu des affaires lyonnais pour ses compétences et son intégrité. Elle siégeait au conseil d'administration de plusieurs associations culturelles et était régulièrement consultée par les médias sur les questions de patrimoine. Son origine modeste, loin d'être un handicap, était devenue un atout qui lui permettait de comprendre les préoccupations de tous les milieux sociaux. Alexandre, apaisé et équilibré, dirigeait son entreprise avec une vision plus humaine qu'auparavant. Il avait mis en place de nombreux programmes sociaux pour ses employés et s'était lancé dans la philanthropie avec le même dynamisme qu'il avait mis dans les affaires. Le couple créa ensemble une fondation d'aide aux jeunes en difficulté, permettant à des adolescents issus de milieux défavorisés d'accéder à l'enseignement supérieur. Céleste Marguerite grandit dans cette atmosphère d'amour et d'ouverture sur le monde. À 10 ans, elle parlait déjà 3 langues et montrait un intérêt précoce pour l'histoire et les sciences sociales. Elle portait parfois au cou une petite chaîne ornée d'une clé miniature, réplique de celle de ses arrière-grand-mères,
symbole de la transmission familiale et de l'importance des liens qui unissent les générations. L'histoire de Marie-Claire et Alexandre prouvait qu'au-delà des différences sociales, l'amour vrai peut triompher quand il est soutenu par le respect mutuel, la communication et la volonté de grandir ensemble. Leur rencontre fortuite par une nuit pluvieuse avait non seulement réuni deux cœurs, mais aussi réconcilié deux branches d'une même famille et créé un pont entre des mondes apparemment irréconciliables. Le petit collier en argent, humble héritage d'une grand-mère aimante, avait révélé bien plus qu'un simple lien familial. Il avait dévoilé le pouvoir du destin de réunir ceux qui sont faits pour être ensemble, malgré les obstacles et les préjugés. Car parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par un geste de générosité désintéressée et se révèlent être l'accomplissement d'une promesse faite par le passé. Aujourd'hui encore, quand Marie-Claire regarde son reflet dans le miroir et voit briller à son cou les deux clés réunies, elle repense à cette nuit pluvieuse où elle a aidé un inconnu en difficulté. Elle sourit en se rappelant qu'elle n'imaginait pas alors que ce simple geste de bonté allait changer sa vie à jamais et révéler un secret de famille gardé depuis des décennies. Car l'amour, comme le dit souvent Alexandre en l'embrassant, arrive toujours quand on s'y attend le moins, mais il ne reste que quand on a le courage de se battre pour lui. Épilogue, l'héritage des clés. 15 ans avaient passé depuis cette nuit pluvieuse qui avait changé le cours de deux destins. Marie-Claire Moreau, désormais âgée de 41 ans, se tenait devant la fenêtre de son bureau parisien, contemplant la Seine qui coulait paresseusement sous le pont des Arts. Son entreprise de conseil patrimonial était devenue l'une des plus respectées de France, et elle venait de décrocher un contrat prestigieux avec le ministère de la Culture pour la valorisation du patrimoine historique national. Autour de son cou brillaient toujours les deux clés en argent, maintenant devenues le symbole reconnu de sa réussite. Les médias spécialisés l'avaient surnommée la femme aux clés d'or, en référence à sa capacité exceptionnelle à révéler la valeur cachée des biens patrimoniaux. Mais pour Marie-Claire, ces bijoux restaient avant tout le rappel de l'amour indéfectible de ses grands-mères et du miracle qui l'avait mené vers Alexandre. Alexandre, maintenant 50 ans, avait lui aussi beaucoup évolué. Moreau Industries était devenu un groupe international spécialisé dans les technologies durables, mais Alexandre avait progressivement délégué la direction opérationnelle pour se consacrer à la philanthropie et à l'investissement dans des start-up à impact social. Il présidait maintenant la fondation Céleste Marguerite, qui portait le nom de leur fille, et aidait chaque année des milliers de jeunes issus de milieux modestes à accéder à l'enseignement supérieur. Leur fille Céleste Marguerite, maintenant âgée de 14 ans, était devenue une adolescente brillante et engagée. Grande pour son âge, avec les yeux bleus de son père et les cheveux châtains de sa mère, elle manifestait déjà un intérêt marqué pour les questions sociales et l'égalité des chances. Au lycée international qu'elle fréquentait, elle dirigeait un club de bénévolat qui organisait des cours de soutien gratuits pour les enfants des quartiers défavorisés. Mais cette période heureuse allait être mise à l'épreuve par un événement inattendu qui allait replonger la famille dans le mystère de leurs origines familiales. Un matin de printemps, Marie-Claire reçut un appel qui allait tout changer. À l'autre bout du fil, une voix âgée et tremblante se présenta. « Madame Moreau ? Je suis Sylvie Delmont, notaire à Marseille. J'ai une nouvelle qui va vous surprendre concernant votre famille. » Marie-Claire sentit son cœur s'accélérer. Depuis qu'elle avait découvert le lien avec la famille d'Alexandre, elle avait toujours gardé l'espoir secret de découvrir d'autres branches familiales. « Madame Delmont, de quoi s'agit-il exactement ?» demanda Marie-Claire en s'asseyant dans son fauteuil. La notaire prit une profonde inspiration avant de continuer. « Il y a 3 jours, une de mes clientes, Madame Henriette Dubois, âgée de 92 ans, est décédée. Dans ses dernières volontés, elle m'a demandé de rechercher toutes les personnes portant le nom de Dubois ou Martin dans la région lyonnaise et portant un collier en forme de clé ancienne. » Marie-Claire faillit lâcher le téléphone. Comment cette inconnue pouvait-elle connaître l'existence de son collier? « Madame Delmont, comment cette dame savait-elle pour le collier ?» La notaire sembla hésiter. « C'est là que l'histoire devient extraordinaire, Madame Moreau. Henriette Dubois était en réalité Henriette Martin de son nom de jeune fille. Elle prétendait être la 3e sœur de Céleste et Marguerite Martin. Le monde de Marie-Claire bascula. Une 3e sœur. C'était impossible. Ni grand-mère Céleste ni Marguerite n'avaient jamais évoqué l'existence d'une 3e sœur. Vous êtes certaine de ce que vous avancez ?
demanda-t-elle d'une voix blanche. Tout à fait. Madame Dubois a laissé de nombreux documents, des photos et un collier identique au vôtre. Elle m'a également laissé une lettre à vous remettre si nous vous retrouvions. Marie-Claire raccrocha en tremblant et appela immédiatement Alexandre. Quand elle lui raconta la conversation, il fut aussi bouleversé qu'elle. Une troisième sœur? Mais comment est-ce possible? Grand-mère Marguerite ne m'en a jamais parlé. Ils décidèrent de partir pour Marseille dès le lendemain, emmenant Céleste Marguerite qui était en vacances scolaires et qui brûlait de curiosité depuis qu'elle avait surpris des bribes de leur conversation. Le trajet jusqu'à Marseille fut tendu. Marie-Claire ne cessait de tourner et retourner dans sa tête toutes les histoires que lui avait racontées grand-mère Céleste, cherchant un indice qui aurait pu lui échapper. Alexandre, de son côté, fouillait dans ses souvenirs des récits de Marguerite. Céleste Marguerite, avec la perspicacité de ses 14 ans, posait des questions pertinentes qui troublaient encore plus ses parents. « Maman, dit-elle soudain, grand-mère Céleste ne t'a jamais parlé de la période de la guerre, n'est-ce pas? Elle évitait toujours le sujet quand j'étais petite. » Marie-Claire réfléchit. C'était vrai. Sa grand-mère restait toujours évasive quand on abordait les années 1940-1945. Elle disait simplement que ça avait été une période difficile et qu'elle préférait se concentrer sur l'avenir plutôt que sur le passé. L'étude de Maître Delmont se trouvait dans le vieux Marseille, près du Vieux-Port. La notaire, une femme élégante d'une 60aine d'années, les accueillit avec chaleur mais aussi une certaine gravité. « Madame Moreau, Monsieur Moreau, je vous remercie d'être venu si rapidement. Cette affaire m'intrigue autant qu'elle vous préoccupe certainement. » Elle les conduisit dans son bureau et sortit d'un coffre-fort une boîte en bois marquée du nom Henriette Dubois. À l'intérieur, Marie-Claire découvrit avec stupéfaction un collier rigoureusement identique au sien, des dizaines de photos en noir et blanc et plusieurs lettres jaunies par le temps. Henriette Dubois était une femme remarquable, expliqua la notaire. Ancienne résistante, elle a consacré sa vie à aider les orphelins de guerre. Elle n'a jamais eu d'enfants et n'avait plus de famille proche. Marie-Claire prit le collier avec des mains tremblantes. Il était effectivement identique aux deux autres, portant les mêmes gravures délicates. Mais en l'examinant de plus près, elle remarqua une inscription gravée au dos qu'elle n'avait jamais vue sur le sien. « Pour Henriette, ma courageuse petite sœur, CNM 1943. Céleste et Marguerite. » Les initiales correspondaient parfaitement. Maître Delmont sortit ensuite une enveloppe cachetée portant l'inscription « Pour mes nièces Marie-Claire et l'épouse d'Alexandre Moreau si elles existent encore. » L'écriture était tremblante mais lisible. Marie-Claire ouvrit l'enveloppe avec précaution et commença à lire à voix haute la lettre qui allait éclairer enfin le mystère familial. « Mes chères nièces, si vous lisez cette lettre, c'est que le destin a accompli son œuvre et que les trois branches de notre famille se sont retrouvées. Je suis Henriette Martin, la plus jeune des trois sœurs Martin. Céleste et Marguerite étaient mes aînées de 5 et 3 ans respectivement. Si elles ne vous ont jamais parlé de moi, c'est parce qu'elles ont cru que j'étais morte pendant la guerre. » Marie-Claire s'arrêta de lire, les larmes aux yeux. Alexandre prit sa main pour l'encourager à continuer. « En 1943, j'avais 18 ans et je m'étais engagé dans la résistance. Mes sœurs, qui avaient déjà fondé leur famille, ignoraient de mes activités clandestines. Un jour, lors d'une mission qui a mal tourné, j'ai été contrainte de disparaître pour ne pas compromettre le réseau. J'ai dû laisser mes sœurs croire que j'étais morte dans un bombardement. » La suite de la lettre révélait un pan tragique de l'histoire familiale. Henriette avait survécu à la guerre, mais avait été grièvement blessée et défigurée lors de sa dernière mission. Rongée par la culpabilité d'avoir causé tant de chagrin à ses sœurs et craignant qu'elles ne la reconnaissent pas, elle avait choisi de ne jamais reprendre contact avec elles. Elle avait reconstruit sa vie sous une nouvelle identité à Marseille, tout en gardant précieusement le collier que ses sœurs lui avaient offert avant son départ. « J'ai suivi de loin vos vies, » continuait la lettre. « J'ai su que Céleste était restée à Lyon et que Marguerite était partie pour Paris. J'ai appris leur mariage, la naissance de leurs enfants, et plus tard, leur mort. J'ai même eu connaissance de votre rencontre miraculeuse et de votre mariage. La presse en avait parlé et j'ai reconnu les colliers sur les photos. Mon cœur s'est empli de joie en comprenant que mes sœurs avaient finalement été réunies à travers vous. » Henriette expliquait ensuite qu'elle avait passé sa vie à œuvrer pour les enfants orphelins, peut-être pour expier sa culpabilité de n'avoir jamais donné signe de vie à sa famille. Elle avait créé plusieurs centres d'accueil dans le sud de la France et légué toute sa fortune à des œuvres caritatives.
Mais elle gardait un dernier souhait, que les 3 colliers soient enfin réunis et que l'histoire des 3 sœurs Martin soit racontée aux générations futures. Je lègue donc mon collier à votre fille, cette petite Céleste Marguerite dont j'ai lu le nom dans les journaux avec tant d'émotion. Qu'elle porte les 3 clés ensemble et qu'elle transmette à ses propres enfants l'histoire de 3 sœurs qui se sont aimées malgré les séparations imposées par l'histoire. Céleste Marguerite, qui avait écouté la lecture en silence, sentit des larmes couler sur ses joues. Recevoir ce 3e collier était un honneur immense, mais c'était aussi une responsabilité qu'elle mesurait parfaitement. « Maman, dit-elle d'une voix émue, nous devons aller voir les endroits où grand-tante Henriette a vécu. Je veux connaître son histoire. » Les jours suivants furent consacrés à reconstituer la vie d'Henriette Dubois. Maître Delmont les accompagna dans cette quête, touchée elle-même par cette histoire extraordinaire. Ils visitèrent les centres d'accueil qu'Henriette avait créés, rencontrèrent des dizaines de personnes dont elle avait changé la vie. Partout, ils découvrirent le portrait d'une femme exceptionnelle, courageuse et généreuse, qui avait transformé sa culpabilité en force pour aider les autres. Dans l'ancien appartement d'Henriette, ils trouvèrent une véritable archive familiale. Elle avait collectionné tous les articles de presse mentionnant Alexandre ou Marie-Claire, toutes les photos qu'elle avait pu trouver. Un mur entier était consacré à leur histoire, depuis leur rencontre jusqu'à leur mariage et la naissance de Céleste Marguerite. « Elle nous a suivis toute notre vie », murmura Alexandre, bouleversé par cette découverte. Mais la découverte la plus émouvante fut un carnet dans lequel Henriette avait écrit des lettres jamais envoyées à ses sœurs, 50 années de correspondance imaginaire, où elle leur racontait sa vie, ses joies, ses peines, ses regrets. Dans la dernière lettre, datée de quelques mois avant sa mort, elle écrivait « Mes chères Céleste et Marguerite, bientôt nous nous retrouverons. Quelque part où les secrets n'existent plus. En attendant, je confie notre histoire à vos petits-enfants, qu'ils soient fiers de nous, de notre amour de sœur qui a traversé le temps et l'espace. » Le retour à Lyon fut l'occasion d'une longue réflexion familiale. Céleste Marguerite porta désormais les 3 colliers ensemble, consciente d'être devenue la gardienne d'une histoire qui la dépassait. Elle demanda à ses parents de l'aider à écrire un livre sur l'histoire des 3 sœurs Martin pour que leur mémoire soit préservée et que leur message d'amour familial inspire d'autres générations. Alexandre et Marie-Claire acceptèrent avec enthousiasme ce projet. Ils décidèrent également d'étendre les activités de leur fondation pour inclure un programme d'aide aux familles séparées par les conflits ou les migrations. Grand-tante Henriette aurait approuvé, dit Céleste Marguerite avec la sagesse de ses 14 ans. L'histoire des 3 colliers fit sensation quand elle fut révélée au public. Le livre écrit par la famille Moreau devint un best-seller et l'histoire fut adaptée au cinéma. Mais au-delà du succès médiatique, cette découverte avait profondément marqué Marie-Claire et Alexandre. Ils réalisaient que leur rencontre n'était peut-être pas un hasard, mais l'aboutissement d'un destin familial qui cherchait depuis des décennies à se reconstituer. Céleste Marguerite grandit avec cette histoire extraordinaire comme toile de fond de sa vie. À 18 ans, elle entra à Sciences Po avec l'intention de se spécialiser dans les relations internationales et l'aide humanitaire. Elle voulait suivre l'exemple de grand-tante Henriette en aidant les familles séparées par les conflits à se retrouver. Lors de ses études, elle rencontra David Chen, un jeune homme d'origine chinoise dont la famille avait fui le régime communiste dans les années 1960. David était passionné par les questions de mémoire familiale et de transmission intergénérationnelle. Leur rencontre rappela étrangement celle de ses parents, 2 mondes différents unis par une compréhension profonde et des valeurs partagées. Le jour de l'obtention de son diplôme, Céleste Marguerite porta les 3 colliers pour la première fois en public. Dans son discours de major de promotion, elle évoqua l'histoire de ses grands-tantes et l'importance de préserver les liens familiaux malgré les épreuves de l'histoire. « Nos ancêtres nous transmettent bien plus que leurs gènes », déclara-t-elle. « Ils nous lèguent leurs rêves inachevés, leurs amours interrompus, et c'est à nous de les mener à bien. » Marie-Claire et Alexandre, assis au premier rang, étaient fiers de voir leur fille devenir une femme accomplie et engagée. À 56 et 65 ans respectivement, ils coulaient des jours heureux entre leurs activités professionnelles, leur engagement caritatif et leur séjour en Provence. Leur amour, forgé dans l'adversité et enrichi par les découvertes familiales, était devenu encore plus solide avec le temps. Mais le destin leur réservait encore une surprise.
Quelques mois après l'obtention du diplôme de Céleste Marguerite, Marie-Claire découvrit qu'elle était enceinte à 46 ans. Cette grossesse tardive et inattendue bouleversa toute la famille. Après des années de bonheur tranquille, ils se retrouvaient face à un nouveau défi qui allait transformer leur vie une fois de plus. Alexandre fut d'abord inquiet des risques liés à l'âge de Marie-Claire, mais les examens médicaux étaient rassurants. Marie-Claire elle-même, après le choc initial, accueillit cette nouvelle avec joie. « C'est comme si nos grands-mères voulaient nous envoyer un dernier cadeau », dit-elle à Alexandre en caressant son ventre encore plat. Céleste Marguerite fut enchantée d'apprendre qu'elle allait avoir un petit frère ou une petite sœur. « Cette baby va être le symbole de notre famille réunie », déclara-t-elle avec enthousiasme. Il ou elle portera l'héritage des 3 sœurs vers l'avenir. David, qui faisait maintenant partie de la famille, proposa même de créer un 4e collier pour le futur bébé, perpétuant ainsi la tradition familiale. La grossesse se déroula sans complications majeures, et au printemps suivant, Marie-Claire donna naissance à un petit garçon qu'ils prénommèrent Gabriel Henri, en hommage à Henriette et à l'ange Gabriel, messager d'espoir. La naissance de ce bébé miracle réunit toute la famille élargie. Catherine Mornay, devenue la marraine officieuse, Monsieur Laurent, maintenant retraité mais toujours fidèle ami, et même Michel, l'ancien chauffeur d'Alexandre, qui était resté proche de la famille. Gabriel grandit dans une atmosphère d'amour et de transmission. Céleste Marguerite, maintenant étudiante en master, passait ses week-ends à s'occuper de son petit frère et à lui raconter l'histoire des colliers. « Tu vois, Gabriel », lui disait-elle en agitant les 3 clés devant ses yeux émerveillés, « ces clés ouvrent les portes de l'amour familial. Un jour, tu comprendras leur magie. » À 3 ans, Gabriel était un petit garçon vif et curieux qui adorait écouter les histoires de famille. Il appelait affectueusement les colliers « les clés de mamie » et insistait pour les porter parfois, imitant sa grande sœur. Alexandre et Marie-Claire, maintenant grands-parents avant l'âge, savouraient ces moments de bonheur simple après tant d'années d'aventures extraordinaires. Céleste Marguerite épousa David dans une cérémonie émouvante qui mêlait traditions françaises et chinoises. Elle portait les 3 colliers sous sa robe de mariée, perpétuant la tradition commencée par sa mère. Leur union symbolisait une nouvelle ouverture de la famille Moreau sur le monde, dans l'esprit d'ouverture et de tolérance qu'avaient toujours prôné Marie-Claire et Alexandre. Quelques années plus tard, Céleste Marguerite et David créèrent leur propre ONG spécialisée dans la recherche des familles séparées par les conflits. Ils développèrent une plateforme numérique révolutionnaire qui permettait aux familles dispersées à travers le monde de se retrouver grâce à des indices parfois ténus, objets personnels, bijoux, photos, souvenirs familiaux. Leur premier succès fut la réunion d'une famille syrienne séparée depuis 8 ans, qui se retrouva grâce à un bracelet identique porté par 2 sœurs. Marie-Claire et Alexandre, maintenant septuagénaires, avaient transmis avec succès l'héritage familial à la génération suivante. Gabriel, devenu un adolescent brillant et engagé, montrait déjà des signes d'intérêt pour les questions sociales et humanitaires. Il parlait couramment 4 langues et rêvait de devenir diplomate pour aider à résoudre les conflits dans le monde. Un soir d'automne, alors que toute la famille était réunie dans la Bastide provençale pour célébrer les 75 ans de Marie-Claire, Gabriel fit une découverte surprenante. En explorant le grenier de la maison, il tomba sur une vieille malle qu'il n'avait jamais ouverte. À l'intérieur, il découvrit d'autres objets ayant appartenu aux 3 sœurs Martin, des lettres d'amour, des photos de jeunesse et surtout un petit carnet dans lequel elles avaient écrit ensemble leurs rêves d'avenir. « Nous voulons que nos enfants et petits-enfants se connaissent et s'aiment », avait écrit Céleste de sa belle écriture. « Nous voulons que notre famille reste unie malgré les épreuves que la vie nous réserve », avait ajouté Marguerite. « Et nous voulons que l'amour soit plus fort que tout », avait conclu Henriette de sa petite écriture d'adolescente. En lisant ces mots, Gabriel comprit que sa famille avait accompli le rêve des 3 sœurs. Malgré les séparations, les épreuves, les différences sociales et culturelles, l'amour avait triomphé. Les 3 clés n'étaient pas seulement des bijoux de famille, mais les symboles d'une promesse tenue à travers les générations. Ce soir-là, lors du dîner d'anniversaire, Gabriel se leva et demanda la parole. Avec la solennité de ses 15 sens, il déclara « Je veux porter moi aussi l'héritage des 3 sœurs. Je veux que leurs rêves continuent à se réaliser à travers notre famille. » Céleste Marguerite lui offrit alors le 4e collier qu'elle avait fait fabriquer pour lui
identique aux 3 autres mais gravé de ses initiales et de la date. Marie-Claire, émue aux larmes, regarda autour de la table ses 2 enfants, son gendre, et Alexandre, l'amour de sa vie. 60 ans après leur première séparation, les 3 sœurs Martin avaient finalement accompli leur rêve. Leurs familles étaient réunies, leurs descendants s'aimaient et perpétuaient leurs valeurs d'amour, de générosité et de solidarité. Alexandre leva son verre pour porter un toast aux 3 sœurs Martin, qui nous ont appris que l'amour familial peut traverser le temps et l'espace, aux générations futures qui porteront leur héritage vers des horizons que nous ne pouvons qu'imaginer. Et Marie-Claire qui a rendu possible ce miracle en acceptant d'aider un inconnu par une nuit pluvieuse. Tous les convives levèrent leurs verres, émus par la beauté de cette histoire qui avait transformé une rencontre fortuite en saga familiale extraordinaire. Les 4 colliers brillaient dans la lumière des bougies, symboles éternels de l'amour qui unit les êtres au-delà des apparences et des circonstances. Cette nuit-là, Marie-Claire s'endormit en pensant au chemin parcouru depuis cette soirée où elle avait réparé la voiture d'Alexandre. Elle n'aurait jamais imaginé que son simple geste de générosité révélerait un tel secret familial et changerait le cours de tant d'existences. Mais c'était peut-être cela, le vrai miracle. Découvrir que les plus belles histoires commencent toujours par un acte de bonté désintéressée. Les années passèrent encore, et l'histoire des colliers devint légendaire. Gabrielle suivit les traces de sa sœur en se lançant dans l'humanitaire, spécialisée dans l'aide aux enfants réfugiés. Céleste Marguerite et David eurent 2 enfants, des jumeaux qu'ils prénommèrent Céleste et Henri, perpétuant la mémoire des grands-tantes. Ces nouveaux membres de la famille grandirent avec l'histoire des colliers comme berceuse, comprenant dès leur plus jeune âge qu'ils étaient les héritiers d'un amour exceptionnel. Marie-Claire et Alexandre, maintenant octogénaires, coulèrent leurs dernières années dans la sérénité, entourés de leurs enfants et petits-enfants. Ils avaient créé bien plus qu'une famille. Ils avaient forgé une dynastie basée sur l'amour, la générosité et la transmission des valeurs humaines fondamentales. Quand Marie-Claire s'éteignit paisiblement, à l'âge de 88 ans, elle tenait dans sa main les clés de ses grands-mères, et autour de son lit se trouvaient tous ceux qu'elle avait aimés. Alexandre la suivit quelques mois plus tard, fidèle jusqu'au bout à leur promesse de ne jamais se quitter. Ils furent enterrés côte à côte dans le petit cimetière provençal, leur tombe ornée de reproductions des 3 clés qui avaient changé leur vie. Céleste Marguerite hérita des colliers originaux et continua la tradition en les transmettant à ses propres enfants. L'histoire des 3 sœurs Martin et de leurs descendants était devenue un symbole d'espoir pour toutes les familles séparées par les circonstances de la vie. Leur ONG avait permis de réunir des milliers de familles à travers le monde, perpétuant ainsi l'œuvre commencée par Henriette pendant la guerre. Aujourd'hui encore, quand les petits-enfants de Marie-Claire et Alexandre regardent les étoiles depuis la terrasse de la Bastide provençale, ils pensent à leurs ancêtres et aux liens invisibles qui unissent les êtres aimés. Car ils ont appris que l'amour véritable ne meurt jamais vraiment. Il se transmet de génération en génération, se transforme et s'enrichit, mais reste éternellement vivant dans le cœur de ceux qui savent l'honorer. L'histoire de Marie-Claire et Alexandre prouve que parfois les plus beaux contes de fées ne sont pas des fictions, mais des réalités que la vie offre à ceux qui gardent leur cœur ouvert à la magie de l'amour et de la générosité. Et quelque part, dans un autre plan d'existence, 3 sœurs souriaient en voyant que leur rêve d'amour familial éternel s'était finalement réalisé au-delà de leurs espérances les plus folles. Merci d'avoir suivi cette saga familiale extraordinaire jusqu'à son épilogue. Cette histoire vous a-t-elle touché? Croyez-vous que certains objets peuvent vraiment porter en eux la mémoire et l'amour de ceux qui les ont possédés? N'hésitez pas à partager vos impressions et à laisser un j'aime si cette conclusion vous a plu.